Cet épisode est une présentation des repas prêts à manger Mademoiselle Flexitarienne. Je vous recommande fortement ce service qui est adapté à l'appétit des coureurs et coureuses. Je suis moi-même sur la diète flexitarienne depuis un bon petit bout de temps et jusqu'à présent j'apprécie beaucoup. C'est santé, c'est vegan il y a aussi des options non vegan et c'est à prix très raisonnable. Surtout quand on compare aux autres services qui chargent des prix vraiment pas rapport, surtout pour la quantité qu'ils offrent. Ça, c'est des bonnes portions. Allez suivre sa page Facebook, Instagram, Mademoiselle Flexitarienne pour voir les menus des semaines à venir. Et utilisez le code promo MONDE de la course 10 pour avoir un beau rabais de 10%. Donc, ça rend ça encore plus abordable. Monde de la course 10. Gênez-vous pas, Mademoiselle Flexitarienne, une petite entreprise locale située à Laval et qui livre à Montréal et aux alentours. Donc, allez-y sur ce, bon appétit et bonne écoute. Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course. Cette semaine, on a le plaisir de recevoir Sébastien Roulier qui vient tout juste de compléter un petit défi. Puis là, c'est un euphémisme. Il a fait un événement Avançons tous en cœur qui consistait de 4 courses du 21 au 24 mai dernier. 4 courses c'était environ 100 km chacune de ce que j'ai lu. Dans le fond, ça faisait comme une espèce de trèfle, un trèfle à 4 feuilles en forme de cœur. On pourra jaser un peu plus loin de ce qui t'a motivé à faire ça. Tout d'abord, chapeau pour ça. Quand même, en 4 jours, un petit plus ou moins, je pense, est-ce que tu as le millage exact que ça t'a donné de... Oui, ben en fait, c'est 10, un petit peu plus que 10 marathons, c'est 425 kilomètres en exactement 3 jours et demi, en 84, en 83-84 heures, là, fait que c'est 3 jours et demi. Wow. Wow. Fait que 10 marathons en 3 jours et demi. Fait que ça doit fesser un petit peu, mais on jasera un peu après de comment ça récupère de ça aussi. On jasait un peu avant de commencer le podcast, puis c'était drôle. On jasait d'anecdotes. Là, tu nous disais, ah, Louis-Philippe Garnier, dans le temps, tu le connaissais, je sais pas personnellement, mais de nom. Dans le fond, on racontait, on jasait, on a eu beaucoup de feedback quand même des auditeurs qui avaient beaucoup aimé la description de Louis-Philippe Garnier de la course à Québec quand il avait fait la grosse canicule, puis il avait fini par l'emporter. Puis tu nous disais, j'y étais à cette course-là. Puis toi, c'était ta petite fille, ton petit gars, Ta fille. Ma ta fille, ouais. fille. Finalement, tu avais quand même fini sixième sur tous les participants dans la canicule. Ça t'avait donné combien de temps? C'était en 2h57. Et crème! Je me rappelle que le boulevard Champlain, là, c'était horrible, là, de la chaleur qu'il faisait là. Au Ah, début, à Lévis, c'était quand même pas si pire. C'était un petit peu frisquet, c'était le matin. Mais quand tu es arrivé sur le boulevard Champlain, là, c'était horrible comme température. ah, Puis j'ai comme réussi à maintenir ma position pas mal tout le long. J'ai l'impression, je me souviens plus exactement de comment ça a évolué, ma course dans tout ça. Mais j'avais vraiment hâte de finir parce que là, je poussais ma fille dans un chariot. Il y avait eu quelques côtes avant en montant sur le tablier du pont. C'était difficile. La descente allait quand même avec la chaleur. Moi, je donnais des gourdes de l'eau à ma fille. Je donnais des oranges. J'arrêtais pour lui donner des oranges. Puis, malgré tout ça, j'ai réussi à maintenir ma place en 6e place. Finir sur le fameux tapis rouge. Je m'en rappelle de ça aussi, mais moi, j'avais juste hâte de finir. Je n'étais plus du tout efficace dans ma foulée. J'avais juste hâte que ça se termine. J'étais quand même content d'avoir fini cette course-là, 6e sur les 950 quelques participants. Là.
Euh, mais ça a auguré encore mieux pour l'autre course qui était pour venir après. L'autre course qui était quelques semaines après, c'était le marathon de Rimouski. Ok, fait Le que les deux marathon, marathons, c'était-tu en poussette, celui-là aussi, ou celui-là, tu ben, t'es... celui-là, je me suis dit, je vais le refaire, sauf que je trouvais qu'un marathon, finalement, c'était peut-être long pour mes enfants. L'année Ouais. précédente, en 2009, j'avais poussé mon garçon, qui est un petit peu plus vieux que ma fille. OK. Je pense que mon garçon avait 4 ans, ma fille avait 2 ans quand je l'ai poussé. Donc, mon garçon avait eu son marathon en 2009, ma fille avait eu celui de Québec. Puis là, ben, pour celui de Rimouski, je me suis dit, ben, je vais alterner mes enfants. Fait que j'étais parti à Rimouski. Ok. C'est 21 km dans un sens, 21 dans l'autre. Donc, au demi, ma copine de l'époque, ben, la mère des enfants était là et m'attendait. J'ai fait un switch. Mais ce que peut-être que vous ne savez pas, c'est que j'ai mené ce marathon-là de bout en bout. Ah, J'ai gagné ce marathon-là en ben En 2000 voyons donc. poussette! en Puis poussette. Rimouski, c'est quand même... Je sais pas si c'était compétitif à l'époque, mais je sais qu'ils sont... Ils ont des bourses ou quoi, là, tu sais, puis... Ben là, non, il y avait pas de bourse à l'époque, il y avait Ok, un peu moins de concurrents, ok, mais il y avait facilement quand même 200 ou 300 concurrents, ça c'est sûr. ouais. Il y en avait des bons, mais fallait quand même être pas pire pour me dépasser à cette époque-là parce que le temps que j'ai fait, c'est 2h46. En Ah, poussette. wow. Et en faisant un Poussette. switch Et d'enfant avec le switch, en Ouais. plus, là, il y a eu une perte de 1 ou 2 minutes certains, là. Wow. Ben, si t'es ça avait efficace, fait ça les peut être manchettes. moins, mais ouais, ouais. Ça avait Ouais, fait les manchettes à l'époque, là, OK. qu'on pouvait courir en poussant des enfants Et gagner un marathon. puis gagner un marathon. Mais j'ai d'autres affaires qui pourraient aussi vous impressionner avec les courses en poussette. J'en ai fait une trentaine avec mes enfants. Maintenant, je pousse des adultes Oui. à mobilité réduite. Mais avec mes enfants, j'ai quand même des PB qui sont quand même pas pires pour un coureur qui, ben, tu sais, j'étais pas, c'est le marathon qui m'intéressait, moi, tout le temps, depuis le début. Puis, je me suis rendu, je pense, jusqu'à faire 7 ou 8 marathons dans une année avant de switcher pour les ultramarathons en 2011. À un moment donné, j'ai réduit ben, j'étais allé vers les plus petites distances. Après 5 6 ans à courir, que des marathons, ben, j'ai commencé à courir des plus petites distances pour aller chercher de la vitesse. Puis c'était à l'époque aussi que mes enfants étaient encore jeunes, puis que je voulais les amener dans des courses pour qu'ils dorment ou pour juste leur faire Ouais. découvrir ça. Puis, ben, dans un 10 km à Chambly, j'ai réussi à faire 34 minutes bas en poussant tout le long. Ben voyons donc. Puis, j'ai fait une 14 sur demi-marathon en poussant aussi. Aïe, aïe, OK. ça... Ça, Wow. c'est à Granby en plus. Là. Il y avait quelques côtes à Granby. Ouais, Puis t'as-tu des ouais. comparatifs sans pousser ou tu Ouais, sais, j'en ai tu aussi. gagnes quand même quelques Mon minutes? record sur 10 km, c'est en bas de 34, c'est 33 40, je pense. OK. Mon demi-marathon, c'est une 13. OK. Puis Il mon n'y a pas marathon, tant de différence que ça quand Non. même. ouais, elle n'a pas C'est tant fou. que ça. Puis mon marathon, c'est 2,36, mon record. OK. OK. Wow. Impressionnant. Fait Bon. que je m'amusais à l'époque, puis c'était le fun, parce que tu sais, les gens me disaient, ah, tu serais vraiment meilleur sans ta poussette, mais je pense que ça me donnait un certain edge pareil. Là, tu sais, quand tu dépasses du monde avec ta poussette, là, Sans tu penses pas aux baller. douleurs. Ça donne vraiment une énergie que j'aurais pas eu normalement, où j'aurais Ouais. été dans ma tête trop à penser à mon pace. Fait que là, c'était vraiment, je me laisse aller, puis il y a un coureur, je vais le rechercher, même dans une compétition, dans une course qui était assez compétitive à l'époque, le Tour du Lac-Beaume. Je sais pas si ça l'est encore maintenant, parce que j'ai Oui, comme laissé ça un peu, là, mais à l'époque, il y avait quand même des très bons oui. coureurs là, qui faisaient cette course-là. Ben, il y a une année, j'ai fini deuxième, l'autre troisième, une autre quatrième, puis une autre cinquième. Donc, tu sais, j'ai vraiment. Puis ça, c'est en poussant, puis il y a des bonnes côtes à la fin. Là, il y a une grosse Ouais, montée. ouais, ouais. Fait que Aïe, non, aïe, OK. j'étais assez compétitif. Puis ben, avec la poussette, là, c'est comme je me donnais là, vraiment là, Ça donne un sprint au une départ. motivation supplémentaire, là, dans le fond. Ouais, tu sais, je faisais des sprints au départ pour me démarquer parce que je voulais pas déranger OK. les gens avec la poussette. Je prenais mon air d'aller, les gens me rattrapaient. Puis, je réussissais quand même à garder, à être dans les premiers. Fait que j'ai eu quelques podiums avec la poussette, une quinzaine facilement. Montes-tu Je sur les pense- marches du podium avec la poussette? Avec la poussette, non, Non. avec l'enfant. Avec Ok, l'enfer, oui. ouais. Mais, Ouais. mettons, je sais que là, maintenant, tu utilises des Cactus, t'es ambassadeur, je crois, pour cette marque-là.
qui est une marque de poussettes faite vraiment pour la course. Mais dans le fond, dans le temps, c'est quoi que tu utilisais comme poussette? Est-ce qu'il y avait des poussettes spéciales vraiment faites pour le jogging ou c'était comme des poussettes bien Moi, standards? je prenais mon chariot. Fait que ceux qui connaissent ça, c'est pas léger, c'est loin d'être performant comme poussette, là. C'est un chariot que tu peux aussi accrocher pour faire du vélo. Fait que non, c'était quand même lourd là, comme poussette. J'ai fait quelques courses avec un chariot double aussi, avec mes enfants, avec 2 dedans. Avec 2 enfants. Aïe, aïe. Ouais, je me suis amusé. Je me suis amusé avec mes enfants à faire des courses quand même assez difficiles aussi. Là. Le défi des collines, ben, ça veut tout dire. Là, à Sainte-Catherine-d'Athée, tu as 15 km de descente, mais tu en as 15 de montée. Ben 15 en montant avec 2 enfants dans une poussette, c'est quand même difficile. C'est un bon exercice de renforcement. Ouais, pour les côtes, ça doit être l'enfer. Ça, c'est clair que ça doit être comme ta plus grande crainte là, quand tu fais une course en poussette. Là. Ben, sans être une crainte, tu sais, je sais que ça va arriver qu'il y a des côtes, peu importe les courses que je vais faire. Là, maintenant, avec des personnes adultes avec mobilité réduite, tu sais, je le sais, le marathon de Montréal, la Côte-Berry, il y avait ça, des derniers marathons. Ah ouais, était rough, mais tu sais, après ça, quand j'arrivais en haut, je reprenais mon air d'aller, puis je pouvais avoir un bon pace. Tu sais, j'ai fait un 3h01 en poussant un adulte à Montréal en 2018. Fait que non, c'est attendu. Puis dans les descentes, ben là, je peux vraiment overstrider. Là, je peux vraiment faire des grandes enjambées. Ouais, c'est ça. Et j'ai un appui sur la poussette avec le frein. Fait que il y a moins d'impact que si on se laisse aller vraiment sans poussette ou sans cartus. Fait que ça donne un petit avantage pour les descentes, mettons. Ouais, sauf que... Ça compense pas pour le désavantage de la montée. C'est quand même un désavantage pour toute la course. Un désavantage net, oui, ça, non, c'est sûr. Mais je fais ça, puis ça rend des gens heureux. Les co-coureurs, là, ceux qui sont dans la chaise, là, eux autres, là, c'est un trip là, pour eux. Ben, c'est clair, là. Moi, si j'étais enfant, même adulte, de rouler puis de finir 6e d'une course ou whatever, là, tu sais, puis t'es comme assis, fait que t'es au niveau du sol, fait que c'est malade. En fait, je me souviens, il y avait la gang, les cute, là, les coureurs utilitaires transpirants à l'espresso, qui m'avaient fait faire un tour de Cartus il y a environ 1 ou 2 ans. Il était venu dans le coin du parc Jeanne-Mance, puis il m'avait fait faire un tour, puis c'est malade, tu sens t'es au niveau du sol, fait que t'es comme dans un go-kart un peu, mais fait que c'est complètement malade comme expérience. Moi, j'avais adoré. Fait que de faire ça dans une course à pleine vitesse, puis là, d'avoir la foule, ça doit être malade comme expérience là, pour eux. Ouais, puis Montréal, c'était une belle expérience aussi parce qu'il y avait des allers-retours là, où on croisait des gens. Fait que ça donnait vraiment une énergie quand les gens t'encouragent. Les gens me reconnaissaient aussi. Hey, let's go Sébastien! Puis là, moi, je poussais Marie-Catherine la première course à Montréal en 2018. Puis elle était juste heureuse d'être là, tout le long, elle a eu le sourire. Quand je faisais des accélérations, on avait des vidéos, parce que c'était pour un record Guinness, on avait des vidéos qui la montraient elle, puis à chaque fois que j'accélérais, tu voyais le gros sourire, le gros juste heureuse de ça. Fait que non, c'est vraiment des belles expériences pour moi aussi, mais pour la personne qui est dans la chaise, tu sais, Marie-Michel, qui a jamais couru, qui a jamais marché, elle se définissait comme une coureuse. Là. C'est vraiment particulier. Là. Puis elle s'était acheté des nouveaux souliers pour sa course. Fait que c'est cool. Les autres, ils vivent ça, ils vivent les sensations un peu comme on peut les vivre nous autres en course. Puis c'est ça, dans les dernières années, je me suis dit pourquoi pas. J'en ai fait des marathons, j'en ai 58 de fait. Là. Pourquoi pas faire profiter d'autres personnes de l'expérience marathon. Ça m'a amené à Boston. J'ai poussé Marie-Michel à Boston en 2019. J'étais censé pousser Samuel en 2020, mais là, il y a eu la pandémie. À la place, j'y ai offert un 100 km sur le trajet du MRS. Ben oui, ben oui, c'est ça. Tu as abordé le sujet des records Guinness. C'est ça, tu en as eu un en 2018, 2019 sur demi, sur marathon. Ouais. Mais là, tu en as eu un sur 100 km. Personne ne l'avait fait. Dans le fond, 100 km, le même coureur puis la même personne dans la poussette. Fait que là, tu as ce record Guinness-là. Ben, il n'est pas encore authentifié. Je suis encore en attente. Okay. Les preuves sont envoyées. Ça peut être long des fois, là, mais j'ai comme l'impression que ça devrait venir bientôt. Là.
Mais oui, j'aurais ce record-là là, qui est nouveau. En fait, je trouvais qu'il manquait une catégorie entre le marathon et l'autre record Guinness que j'aimerais avoir, puis peut-être ça va être cet été que je vais le faire. C'est une course de 24 heures. Pendant 24 heures, je pousse des gens en alternance parce que là, le but, c'est vraiment de jamais arrêter ou de jamais prendre de pause. Avec Samuel, sur le 100 km, on a pris 3 heures de pause au total. Il y avait besoin de s'étirer, il y avait besoin d'aller aux toilettes. Donc, ça a duré, c'était 13 heures. C'était 13 heures de course, hein, je crois. Ouais. Ben, c'était 10 heures effectifs, là, je veux dire 10 heures en déplacement, mais il y a eu un 3 heures où on a dû arrêter. Mais bon, c'est un chrono début à la fin, donc c'est 13 heures qu'on a fait ça. Mais là, pour le 24 heures, ça serait de toujours avoir une personne qui est fraîche et dispose dans la chaise. Donc, sans jamais arrêter. Le record, c'est 161 km. Puis j'ai comme l'impression que je pourrais l'atteindre parce que j'ai fait un défi l'année passée, au début de la pandémie, où là, je me suis donné comme défi, j'amène ma poussette, je pousse pendant 24 heures, je mets mon stock dans la poussette, j'arrête dans aucun dépanneur. C'était le début de la pandémie, je me suis dit, je veux pas aller me mettre le nez dans des endroits que je veux pas attraper, en fait, je veux pas attraper le virus. Puis j'ai traîné ma poussette chariot avec tout mon stock dedans. Puis j'ai fait 175 km avec ce que l'Estrie offre aussi, c'est-à-dire des montées et des descentes. Beaucoup de dénivelé, ben oui. Fait que ouais, donc, je pense que c'est accessible là, de faire l'équivalent avec une personne dans la chaise sur un terrain un petit peu plus plat. L'endroit que j'ai en tête, là, puis je vais faire les démarches, là, ça serait de le faire au circuit Gilles Villeneuve. De faire les boucles là-bas sur le circuit du Grand Prix. Sinon, je vais me rabattre à Sherbrooke, autour du lac des Nations, là, qui est un endroit de 3,4 km. Là, donc, c'est assez simple à organiser. Là, mais il me semble que j'aimerais bien le circuit Gilles Villeneuve. Ça serait. Je trouve que ça taperait bien. Là, c'est un tape à l'œil, je trouve, là, le circuit. Puis en même temps, le but, c'est de mettre un peu sur la map toutes les courses partagées qui se font à travers le Québec maintenant. Là, il y a plein d'endroits. Donc, il y a plein de villes au Québec où ils ont des journées, demi-journées la plupart du temps, qui sont organisées pour réunir des coureurs et des co-coureurs, des passagers. Puis, ils vont courir juste pour le plaisir. À Sherbrooke, c'est les mercredis matins que ça a lieu. Il y en a à Gatineau, il y en a à Lévis, il y en a à Québec, il va en avoir à Montréal. Donc, il y en a un petit peu partout. Ça commence à sortir, à pulluler comme activité. Puis de mettre la lumière sur cette activité-là, qui est une activité d'inclusion sociale. Du moins, où ça me rejoint comme médecin aussi, là, vu que je suis médecin pédiatre. Donc, c'est sûr que ça rejoint mes valeurs de médecin aussi, l'inclusion sociale. Super. Ben là, avant qu'on s'aventure encore plus loin, on va retourner aux bases, parce que d'habitude, je commence toujours mes podcasts avec ça, mais là, on est parti sur une tangente, mais c'est pas grave, c'est comme ça les podcasts, puis on aime ça de même. Mais pour commencer, la première question officielle, Sébastien, comment es-tu entré dans le monde de la course? J'avais 26 ans, année 1999, si je ne me trompe pas. Aucun passé de coureur. J'ai jamais été dans des équipes organisées, jamais. Puis j'ai un ami qui a fait un marathon en 99. Puis c'est là que ça m'a ouvert les yeux, où j'ai comme réalisé que cette discipline-là, c'était pas juste pour les coureurs élites, c'était aussi pour monsieur, madame, tout le monde. À l'époque, je courais une quinzaine de kilomètres juste pour le plaisir. Je faisais plus des randonnées en montagne, mais jamais de trop longue distance à la course. Puis, je trouvais que le défi de passer de 15 km au demi-marathon, c'était pas suffisant. Fait que d'emblée, ma première course en 2000, ça a été un marathon. La première course chronométrique que j'ai faite, c'était un marathon, celui de Québec, que j'ai fait en 3h36, avec plein d'erreurs, là. Je pense que comme beaucoup de coureurs qui ont la piqûre de la course,
puis qui veulent en faire longtemps, les essais-erreurs, ça fait partie du tableau, donc on essaye des choses. Puis c'est ça, j'étais allé voir des plans d'entraînement à l'époque sur Internet. Je m'étais bâti moi-même mon entraînement. J'ai jamais eu d'entraîneur là, du tout, du tout. De toute façon, je pense pas qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui aimeraient m'entraîner parce que je fais. Je pense qu'ils voudraient que j'arrête, mais j'entendais Louis-Philippe Garnier dans votre autre podcast. Lui, ce qu'il aime, c'est courir. Ben moi aussi. Chacune de mes courses depuis cette première-là, ça a toujours été, je veux qu'il y ait un lendemain à mes courses, je veux recommencer, je veux pas être sur le carreau pendant 2 mois de temps à pas pouvoir courir. Après ce premier marathon-là, par contre, à Québec, en 3h36, je me suis dit, plus jamais, c'est juste des fous qui font des marathons. Mais, comme bon coureur, comme tout bon coureur, 2 mois après, je me planifiais le prochain marathon. Ben Ouais. Ah oui. Non, c'est toujours ça. Là, tu regrettes, mais après ça, tu t'arranges, tu te prépares dans quelque chose d'autre après. Là, t'as la piqûre, là, dans le fond. Ouais, puis tu sais, de 1 marathon par année, je passais à 2, à 3, à 4. J'ai monté graduellement, puis après, aux alentours de 2006, là, j'ai rejoint le club de course ici à Sherbrooke, le club de course Le Coureur. C'était Jimmy Gobin qui est maintenant à Québec, qui était l'entraîneur à ce moment-là. Puis, petit groupe qui a grandi avec le temps, là, mais c'est avec eux que j'ai commencé mes premiers intervalles, que j'ai réduit la distance. Mais toujours avec l'objectif, c'était le marathon. C'était toujours le marathon. Les courses pour lesquelles je voulais vraiment faire bien, c'était le marathon. Tellement que après un certain temps à courir plusieurs marathons, m'est venue l'idée puis les Japonais à l'époque, je pense qu'ils faisaient ça beaucoup aussi, si je cours plus longtemps que le marathon en entraînement, le marathon va être facile. C'est comme ça que je suis un peu rentré dans l'idée d'ultra-marathon. Okay. C'était sur route. Je faisais tout exclusivement sur route jusqu'à temps que j'inclus ça dans mes entraînements. Je faisais des sorties de 50, 60, 70 km. Puis après ça, j'arrivais sur les marathons. Mais les marathons, j'en avais plusieurs aussi dans une saison. Comme je disais, je me suis rendu à 7 ou 8 marathons là, en 2010, je pense. Puis, l'optique, c'était toujours que ce soit plus facile le marathon. Puis, à un moment donné, avec des courses à courir tout seul en entraînement, 70 km, je me suis dit, pourquoi pas faire un ultra-marathon? Puis, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup hors sentier, donc ça se faisait en sentier. Puis, ma première expérience de course en sentier, un 80 km, un 50 miles, c'était à Ipswich, au Massachusetts. C'était le Stonecatch 50. J'ai eu la piqûre des sentiers à ce moment-là. Ouais. Tranquillement, à partir de 2011, là, j'ai fait un switch de trail, de route à trail. Et j'ai fini par garder seulement un marathon par année. C'était le marathon de Boston. Le marathon de Boston, je l'ai fait 13 années d'affilée. J'étais censé le faire l'année passée, en 2019. En 2020, c'était censé être ma 14e fois. Mais j'ai décidé de passer. Puis honnêtement, les courses virtuelles, je propose, moi, c'est pas quelque chose qui m'attire. Je peux comprendre que certaines personnes aient un intérêt à aller faire ces courses-là, mais honnêtement, moi, je suis dans le concret, je suis dans les choses qui sont terre à terre. Faut qu'il y ait un but à ma course. Puis les courses virtuelles, j'ai pas adhéré à ça. Je me suis dissocié même de courses où j'étais normalement le président d'honneur. J'ai dit non, mais j'embarque pas dans tout ce qui est virtuel de toute façon. Puis c'est là qu'éventuellement est venu des idées de faire des cœurs où là, c'était beaucoup plus concret pour moi. Fait que tu sais, à 26 ans, c'est là que j'ai commencé, puis aucun bagage de vrai coureur. Puis tranquillement, j'ai bâti ce bagage-là pour avoir mes meilleures performances, je dirais, 2009 à 2011. Là, c'est probablement là où j'ai eu mes meilleures courses sur route, donc une dizaine d'années. Probablement que ça peut être plus rapide si on a un coach, si on a quelqu'un qui nous aide à progresser, mais j'aimais bien l'idée d'être mon propre coach, d'y aller vraiment comment je le sens, puis de faire mes propres courses. Puis je sais que c'était pas toujours idéal de faire des marathons à 2 semaines d'intervalle, de faire un marathon le lendemain, de faire un 10 km à Hartford, puis faire la route, puis le lendemain faire la classique du Parc La Fontaine. J'ai fait plein de défis un peu nono comme ça, mais je trouvais ça intéressant pour moi comme coureur
d'évoluer là-dedans, puis de me mettre au défi avec des jambes fatiguées. Puis on dirait que c'est comme ça que j'ai bâti ma résistance aux longues distances éventuellement. Puis là, ben, on dirait que je peux encore progresser, même si, bon, j'ai 47 ans. Bon, ça fait 21 ans que je cours maintenant, mais j'ai toujours cette flamme-là de courir. J'ai toujours le désir de courir, puis je me renouvelle, comme on a déjà parlé, tu sais, il y a eu les courses sur route, les marathons, les courtes distances, pousser mes enfants, pousser des adultes, les ultramarathons, les les ultramarathons sur plusieurs jours. Il y a eu des championnats mondiaux aussi. Tu sais, j'ai eu quand même mes moments où j'ai pu avoir mes Olympiques que j'appelle en ultra longue distance. J'ai fait 5 championnats mondiaux. Puis j'ai participé à des courses quand même intéressantes aussi, le Spartathlon, la Western States, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Fait que, j'ai fait des grandes courses. Il manquerait le Grand Raid de la Réunion. Là. C'est probablement celui-là qui manque sur ma liste. Là. Puis le Tour des Géants aussi. Tour des Géants, ouais. Ouais. Un jour, je ne mets pas de croix là-dessus. Si ça a à se présenter sur mon chemin, ça se présentera. Mais disons que là, les voyages, je ne suis pas trop chaud à faire des quarantaines. C'est pas vraiment le temps pour ça. Non, non plus. On est une équipe réduite, là. Fait que c'est pas le temps d'être parti plusieurs semaines. As-tu déjà fait un last man standing? Non, ça, je n'ai jamais fait type backyard, là. Non, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais essayer, là? Probablement que oui. C'est juste que moi, je me dis, dans ce genre de course-là, il faut que tu sois prêt à être debout pendant presque 50-60 heures. Fait qu'il faut trouver le temps. Puis ce temps-là, je ne l'ai pas tout le temps avec des enfants. Je suis séparé, je suis en garde partagée, j'ai une copine. Fait que, à un moment donné, on établit les priorités. Oui, absolument. Puis, on avait un épisode sur... excuse-moi, François. On avait un épisode sur la Barclay aussi il y a quelques semaines. La Barclay, c'est un peu la même chose. Là, c'est jusqu'à 60 heures. Là, mais tu sais, si tu avais le temps, c'est du genre de gros fou qui t'intéresserait? C'est sûr, c'est sûr. Puis en fait, même en courant, je me souviens plus il y a combien de temps, probablement 5-6 ans de ça, en courant dans le coin de mon travail, j'ai trouvé une plaque d'auto par terre et je me suis dit, ça va être pour la Barclay, celle-là. Wow, c'est cool. Mais, tu l'as gardé de côté pour ça. Je l'ai regardé de côté parce que c'est comme dans le prix d'entrée, il faut que tu amènes ta plaque de ta voiture, de ta région. Là. En plus d'avoir quelque chose d'autre de cocasse là, qui demande souvent, là, une chemise ou des cigares, je ne sais plus trop. Là. Mais c'est ça. Change d'année en année. C'est une course qui peut être intéressante. Là où j'ai peut-être à aller chercher un peu d'expérience, c'est dans l'orientation, l'orienteering. Ça, j'en ai pas vraiment. Là. Je me suis amusé à un moment donné avec mes enfants d'en faire. Plus ludique, là, carte et boussole. C'est quand même quelque chose qui peut être qui m'intéresse, là, la Barclay, mais on verra si je peux mettre ça sur mon trajet à un moment donné, là, mais pas pour tout de suite. Cool. Puis je reviens à, tu disais que tu as commencé à 26 ans, qui est quand même tard pour la course. C'est sûr, la course, au moins, c'est le sport que tu peux te permettre un peu plus de commencer tard, mais quand même. Puis de faire des performances de même en commençant aussi tard, c'est quand même assez rare. Puis est-ce que tu étais sportif avant? Est-ce que tu avais un background dans d'autres sports ou tu étais juste doué là-dedans? C'est quoi? Tu faisais-tu d'autres sports ou zéro? Non, ben en fait, c'était des sports, tu sais, à l'université, c'était des sports d'équipe, mais pour le plaisir, hockey cosum. Tu sais, je faisais vraiment aucun sport comme tel organisé, compétitif. Régulier, hebdomadaire, tout ça. Non, c'était des rencontres plus juste entre amis là, que je faisais. Quand j'étais très jeune, dans les Olympiades, j'étais rapide. Je courais quand même vite. J'avais ce talent-là. Mais rien pour décider d'embarquer dans une équipe de cross-country. Pas du tout. J'ai jamais fait ça. Puis, c'est sûr qu'il y a eu un moment où les études ont peut-être pris un peu plus de place que le sport. C'est pas facile. Mais je restais quand même actif. Puis en fait, même en médecine, je dirais avant la médecine, parce qu'en médecine, à un moment donné, quand j'ai compris les horaires, je partais faire 100 km de vélo, 180 km de vélo.
En 96, j'ai fait le tour de la Gaspésie en partant de la rive sud de Montréal. Je pense que c'était 2500 km en 20 jours, je pense que j'ai fait avec un ami. Fait que, tu sais, j'avais d'autres genres de défis à ce moment-là. Puis est venu des randonnées pédestres. Puis à un moment donné, ben, la course est embarquée. Puis on dirait que ben, elle était sur mon chemin. Puis ça devait arriver comme ça. Puis j'ai juste progressé là-dedans parce que j'étais capable de bien me réaliser là-dedans. Puis j'ai réalisé aussi que j'avais un certain potentiel. Je m'amusais aussi. Puis dans tout ça, ce que je réalise, peut-être que c'est peut-être pas pour tout le monde. Tout ce que je fais là, jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai décrit, là, c'est sûr, c'est pas pour tout le monde. Mais j'ai probablement une génétique qui me permet de récupérer rapidement aussi. On parlait d'Avançons tous en cœur que j'ai fait du 21 au 24 mai. Ben, le week-end d'après, qui est 5-6 jours après, ben, j'allais faire un 40 km dans le parc national du Mont-Offord avec les crêpes, puis le Mont-Offord, puis le Mont-Chauve. Fait que t'étais pas complètement défoncé après ce 419, 420 425. 425 km. T'étais pas... en 4 jours. C'était pas si non, pire que ça? C'est un rythme que tu finis par prendre à un moment donné. Ce qui est difficile, c'est de repartir la machine le matin, mais au bout d'un kilomètre, j'étais déjà mindé pour que c'était pour bien aller. J'avais eu des bonnes nuits parce qu'il y avait le couvre-feu qui était encore effectif à ce moment-là. Fait qu'il fallait que je rentre ma course entre... Ouais, c'était un niveau de complexité supplémentaire, ça, ouais. Ouais, puis c'était peut-être un peu moins le fun que les autres éditions que j'ai faites l'année précédente parce que là, il y avait toujours en arrière de la tête, OK, il faut que je finisse à 9h30. J'ai fini toujours quand même plusieurs une journée, je pense que j'ai fini à 8h30, puis les autres aux alentours de 7h30, 8h. Donc, j'avais en masse de jeux, mais ça reste que ça prend pas grand-chose en ultramarathon. Les gens peuvent penser que c'est si simple que ça, là, parce que j'ai réussi tous mes ultramarathons. Mais quand on lit un peu plus là-dessus, qu'on voit comment les gens évoluent dans des ultramarathons, un ultramarathon, là, le tiers des gens abandonnent. Si on prend les courses, là, c'est le tiers des gens qui abandonnent les ultramarathons. Puis dans certaines courses, c'est 50% des gens. Fait que c'est pas tout le monde qui les réussisse. Puis c'est facile de perdre 1 heure, même 2 heures dans un ultramarathon. Puis dans tous les ultramarathons, en fait, toutes les courses que j'ai fait, que j'ai commencé, je les ai tous terminés. Puis j'ai fait 44 ultramarathons jusqu'à maintenant, depuis 2011. Ben, c'est toutes des courses que j'ai pris le départ, puis je les ai toutes complétées. Est-ce que j'étais 100% top shape au départ? La réponse est non. Puis même au départ de mon Avançons tous en cœur, j'ai une douleur au niveau de l'aine, les adducteurs qui tiraillent depuis 2014. Oui. Oui. Puis, mais je suis parti avec ça, puis à un moment donné, ça l'a lâché. Après ça, c'est les autres muscles qui étaient un peu douloureux, mais rien pour ressembler à ma première expérience d'ultramarathon de 160 km que j'ai faite au Vermont, le Vermont 100, où il faisait excessivement chaud. Il devait faire 40 là, avec l'humidex. J'étais déshydraté, mais mes jambes étaient littéralement comme c'était dur comme du béton, là, mes jambes, les muscles. Au bout de 100 km, il en restait 60. J'ai quand même fini cette course-là. Mais maintenant, je fais des longues distances, mes muscles restent souples. Ma foulée n'est peut-être pas aussi efficace au début que la fin, là, ça c'est sûr. Mais je suis capable de me faire des moments là, en bas de 5 du kilo, même quand j'arrive au bout de 80 km dans ma 4e journée, pour dire quelque chose. Je suis capable d'accélérer puis d'avoir une certaine vitesse pareille. Là. Puis au niveau du mental, est-ce que tu trouves ça difficile ou... Tu sais, parce que des fois, 1 minute peut avoir l'air d'une éternité, là, quand on est détruit, là, comment ça se passe? Ben, tu vois, quand je regarde ce que je fais en ultramarathon, pour moi, c'est un peu un entraînement à la résilience. C'est comme ça que je le vois. Parce que je le sais, c'est sûr, si on fait 50, 60, 100 km, c'est sûr qu'il va arriver quelque chose. S'il arrive à rien, tant mieux. Ça sera ta meilleure course de ta vie. Mais sinon, c'est sûr qu'il va arriver quelque chose. Puis, ça peut être externe, la météo. Je veux dire, mon premier cœur que j'ai fait sur les 4, le 21, c'était 32 degrés, humidex à 35, je pense. C'était horrible comme température. Le lendemain, c'était la même chose. Fait que c'est sûr que ça joue, ça, sur comment on se sent, mais
j'ai passé au travers, j'ai eu une bonne nuit de sommeil, je suis reparti le lendemain. Fait que je vois ça vraiment comme un entraînement à la résilience dans un environnement qui est quand même contrôlé. C'est sûr que je peux pas comparer ma résilience que j'ai à la course avec ce que d'autres vont vivre comme épreuve difficile dans la vie, mais je peux quand même m'y rapprocher. Puis au bout du compte, d'avoir passé ces épreuves-là, de réaliser que j'étais vraiment pas bien quand j'étais dans la tempête du dimanche où il y avait des gros vents de face, que mon 5-7 km a pris je sais pas combien de temps, de la grosse pluie. J'étais peut-être pas bien là, mais ce que j'en retiens au bout du compte, ben, c'est overall que ça a été une expérience intéressante, ce que j'ai fait avec Avançons tous en cœur. Puis j'en garde juste du positif. Puis ça travaille le mental, c'est sûr. Puis je pense que j'ai un mental qui est assez fort pour ne jamais avoir abandonné, même si j'avais peur, même si j'avais des blessures. C'est ça. J'ai jamais abandonné de course. En 21 ans de course, puis à quantité de courses, tu fais combien de courses par année, mettons, en average, là, si on... Ouais, ben, j'ai déjà monté, je pense, à 15 à 18 courses dans une année. Okay. Puis, tu sais, là-dedans, il y avait des marathons, des ultramarathons. Ouais, c'est ça. C'est pas des 5, des 10, là. C'est des marathons, ultramarathons. Toi, est-ce que tu fais... Est-ce que tu as déjà... T'as fait, mettons, dans les 10 dernières années, tu as fait combien de courses en bas d'un marathon, mettons? En bas du marathon, j'ai fait quelques demi-marathons quand même. Peut-être quelques 10 kilos. Mais tu sais, j'ai fait un virage trail. Fait que là, je suis tombé dans des 20 kilos trail. Fait que je n'ai pas fait tant que ça. Tu sais, vraiment, mais le gros des courses que j'ai faites dans les dernières années, là, avec mon virage en trail, là, j'ai fait 44 ultramarathons. Wow. Et à ça, il faut rajouter facilement une cinquantaine de défis que j'ai fait depuis 2013. Il y a une cinquantaine de défis en plus qui ne comptent pas dans ces courses-là, où là, ben, je vais m'amuser à faire plein de kilométrage en sentier. Avançons tous en cœur fait partie de ces défis-là, mais vous avez peut-être entendu parler de quelqu'un qui a monté puis descendu le Mont Offord à répétition pendant 24 heures. C'était en 2015, 2016, 2017 que j'ai fait ça. Comment? J'avais souvenir de ça, oui. Ouais, ben c'était moi qui ai fait ça. C'était pour une cause. La première année, c'était pour le camp, les deux autres, c'était pour fibrose kystique. Puis, ben, mon record, c'est 27 montées, descentes du Mont Offord en 24 heures. Ça veut dire c'est combien le Mont Offord? Le Mont Offord, c'est 490 de D+. Au total, là, le kilométrage que ça a donné, c'est à peu près 150 km avec 13 200 mètres de D+. C'est une fois et demie l'Everest. Oui. En 24 heures. Un vrai Everesting. Ouais, c'est dépassé l'Everesting. Ouais. Un petit peu loin des records maintenant en 24 heures le plus de D+. Là. Je pense que c'est autour de 17 000 mètres, là, mais j'étais quand même à 13 200 mètres. C'est quand même pas négligeable. Puis, tu sais, au Mont Offord, de prendre toujours à peu près les mêmes pistes pour monter puis pour descendre, ben, tu sais, faire 150 km au Mont Offord, c'est quand même 75 km de montée, 75 km de descente, ce qui est quand même pas négligeable. Fait que ça, c'était des bons défis que j'ai fait pendant 3 années d'affilée. Puis là, ce que j'aimais faire aussi, c'est les montagnes blanches. Tu sais, à Sherbrooke, moi, j'étais à 2 heures des montagnes blanches, Lafayette, puis Mont-Washington. Fait que j'ai été souvent à ces endroits-là. Là. S'il y a quelque chose qui me manque là, avec la frontière fermée, là, c'est probablement les montagnes blanches. Mais c'était des aventures solo la plupart du temps. Puis j'allais courir. J'ai fait plein de kilométrages. Je faisais souvent une que j'aimais faire une fois par année ou 2 fois par année, c'est la double traversée de la présidentielle. Tu pars du mont Pierce, Eisenhower. Tu fais toute la crête en passant par Washington jusqu'au mont Madison, jusque la descente de l'autre côté, puis tu reviens. J'ai un record de, je pense, une quinzaine d'heures pour faire tout ça tout seul. En hiver même, je le faisais au mois de mars la plupart du temps, là, février, mars, quand il y avait encore de la neige pour avoir des intempéries. Je me suis retrouvé dans des blizzards à certains moments. Là. J'aurais pu perdre la trace, là, mais
j'ai été chanceux à certains moments. Là. Maintenant, j'ai une balise GPS pour tracer mon chemin. Mais on parlait de fait que sécurité en sentier dans le dernier épisode. Je pense que c'est une bonne idée, ça, la balise ouais, GPS. Hein. je l'utilise jamais, honnêtement, je l'utilise jamais, mais c'est au C'est cas juste où, au ça, c'est cas, ça. ouais. Ouais. C'est une petite sécurité. Mais c'était Petite des boussole. bons défis. Puis un autre défi que j'aimais faire aussi, c'était le plus de loupe du Mont Lafayette. Je ne sais pas si vous connaissez le Mont Lafayette des White Mountains. Ben, c'est une loupe d'à peu près 12-13 km là, avec c'est une bonne montée, une bonne descente. Là. Fait que c'est quand même du bon dénivelé. Puis mon record, c'est 5 boucles, 65 kilos à peu près d'affilée, ou 60 kilos d'affilée pendant 12-13 heures de temps sans arrêter avec mon ravito à la voiture en bas. Fait que je me suis amusé à faire ça l'hiver. En fait, c'était l'hiver en 2020, là, juste avant que Juste avant la pandémie. ouais, juste avant la pandémie. Puis dans les montagnes blanches, d'autres défis, un autre défi que j'ai fait, qui est quand même, celui aussi, je suis quand même content de l'avoir fait. Euh, les fameux 48 sommets de 4000 pieds et plus, là, c'est comme une quête que les gens veulent faire dans leur vie habituellement, là, d'aller faire tous les plus hauts sommets de cette partie-là, parce qu'on s'entend que c'est pas des très hauts sommets quand on compare à l'ouest, là. Mais c'est quand même les plus hauts qu'on a dans le New Hampshire. Il y en a 48 au-delà de 4000 pieds. Puis, ben, en 2017, l'été 2017, au mois d'août 2017, j'étais allé faire 4 sorties, puis je les ai toutes faites. Il y a des sorties qui étaient sur 2-3 jours. Je dormais dans ma van, je repartais le lendemain. Puis j'ai comme tout fait les sommets. Là. Puis il y a eu une sortie un peu plus longue. Là. J'ai fait une sortie où là, j'en ai vraiment fait plusieurs d'une shot. Là, 32 heures sans dormir en faisant 15 sommets, incluant toute la présidentielle. J'ai fait le mont, ceux qui connaissent ça, le mont Isolation en premier. Après ça, j'étais chercher le Range Wildcat qu'on voit, là, toutes les pistes de ski qu'on voit en avant du mont Washington. Après ça, le Range Moria, jusqu'au mont Moria, j'étais arrivé à Gorham, manger un Subway là-bas, reparti pour aller faire la crête. C'était vraiment un défi, là. Puis au bout des 32 heures, j'étais épuisé, fatigué. Tu sais, toujours en solo, là, t'as pas d'autres gens avec qui, à un moment donné, tu t'accroches puis tu te mets à jaser pendant plusieurs heures en courant ou, tu sais, c'est... Ben, c'est ça, non, la plupart de ce que j'ai fait dans les montagnes blanches, c'était pas mal seul. Là, maintenant, ma copine fait quand même bonne en longue distance aussi. Puis l'été passé, ce qu'on a fait, c'est du fast packing, ce qu'on appelle des randos courses, là. Fait que tu cours vraiment léger, tentes, tout ton stock. On se ravitaille en eau sur le parcours, on filtre notre eau. Puis on a fait des longues distances. On a fait la traversée de Charlevoix, l'équivalent de 125-130 km, si je ne me trompe pas. On a fait traverser de la Gaspésie, du parc de la Gaspésie, le fjord, le sentier Le Fjord, là. Puis le sentier des Caps, là, coup sur coup, là, ça a été comme 200 km en 3 jours et demi. Fait que, tu sais, on a fait du bon kilométrage. Puis on finissait avant la noirceur, on installait une petite tente. En fait, même au début, c'était avec une bâche seulement. Là. Fait que, on installait une bâche, puis protéger des intempéries, puis on s'installait en dessous. C'était très simple, minimaliste au bout. T'as-tu un Mais moi, matelas ou même pas? Parce que ça prend trop. C'est trop lourd. Hein? Matelas de sol, oui, là, pour couper l'humidité quand même, oui. Ouais. Oui, on avait un matelas de sol, mais encore là, ultra léger. Là. Ah oui, c'est les petits matelas qui se roulent, mais qui a comme pas d'air, là, dans le fond, là. Non, il y avait de l'air. Ok. Oui, il se gonfle, mais tu sais, c'est tout petit. Là, tu sais, il y a vraiment, c'est facile de courir léger avec un sac. Wow. Ben, tu sais, léger, mais c'est un sac quand même de 35 litres probablement que j'ai. Ok. Mais assez pour être confortable pour courir léger. Là, ben, courir un petit pas. Là, je défoncerai pas les sentiers avec ça en me défonçant là-dedans, en descendant comme un fou, parce que là, Ouais. le poids va vraiment Déséquilibré, là. ouais, puis ça sera pas confortable sur les genoux à un moment donné. Ouais. Mais de dire, il y a une descente, on peut la courir tranquillement. Il y a une montée, on la monte en power walk. Mais tu sais, facilement faire 40 km dans une journée, c'est possible. Là. Ah, c'est quand même fou de savoir. Oh wow, 40. Fait que c'est quand même fou de savoir. Tu peux packer une tente ou du moins une bâche, puis des Ouais, matelas, puis tout ça. Tu sais, moi,
les rares fois que je vais camper, bon, j'amène ça dans le char, pis c'est le gros, tu sais, c'est le classique, là, tu sais, la tente, Le gros luxe. ouais, non, mais tu sais, comme, tu sais, ça, un bon matelas gonflable, pis je sais pas, je me suis jamais imaginé, mais c'est fou d'avoir tout ça, pis tu cours quand même à l'aise, c'est très cool. Ouais. Puis les randonneurs qui nous voyaient avec nos sacs, ils se demandaient ce qu'on faisait, là, puis on leur disait, ben, on court, puis on va aller dormir. Puis, ah, vous avez tout ça dans votre sac? Oui, Ouais. on a tout ça. Puis, probablement on était en plus très prévoyants, on était, couverture de survie, on avait tout ce qu'il fallait s'il arrivait quelque chose, là. Wow. Donc, on était autonome, là, puis cet aspect-là de la course un peu plus simpliste, moi, j'aime ça. J'aime ça beaucoup plus que de me retrouver dans un hôtel, un motel. Là. Moi, si je peux dormir dans mon char ou dormir sous une bâche, là, j'aime beaucoup ça. Fait que, c'est vraiment, on revient aux sources, puis la nature, on se fait réveiller le matin par les oiseaux. Ben, OK, c'est l'heure du départ, on va manger un peu, puis hop, on va partir tranquillement. C'est un rythme que j'ai vraiment aimé. C'est un autre aspect de la course qui est vraiment pas compétitif, où on est vraiment là plus pour découvrir. Puis là, ben là, effectivement, j'ai lâché tout ce qui était solo à ce moment-là pour le faire avec Annie-Claude, ma copine. Fait que c'est sûr que c'est intéressant là, de le faire à deux. Les autres défis que j'ai faits, c'est sûr que ça aurait été le fun de le faire avec d'autres personnes, sauf qu'il n'y a pas grand monde, parce que mon horaire, quand je suis allé dans les White Mountains, là, c'est je me couche à 6 heures le soir, je me lève à 1 heure du matin, je pars à 2 heures, j'arrive à 4 heures, puis je fais ma traversée, puis je reviens le soir chez nous. Là. C'est ça, c'est un aller-retour. Là. En aller-retour, là, oui. Puis j'ai fait mon 17 heures de rando-course, 14-17 heures, puis il est rendu 10-11 heures le soir, puis je reviens à Sherbrooke. Là. Wow. Il n'y a pas grand monde qui suit dans ce temps. Moi, je te suivrais pas. Le bout de se lever à 1h du mat, ça m'a turn off. Est-ce que tu écoutes de la musique parfois, si c'était tout seul comme ça? En sentier, jamais, jamais, jamais. Sur la route, nature. ça peut arriver sur route, mais sur les 425 km, j'ai peut-être mis de la musique 15 km au total. Okay. J'écoute le moins possible de la musique. Je me laisse imprégner par ce qu'il y a autour, mais c'est sûr que des fois, ça donne un beat, surtout quand tu es sur la route. Là, ça peut être intéressant. Quand je faisais mes courses avec mes enfants, quand ils étaient jeunes, puis que je les poussais, j'avais toujours une petite boîte de musique. Là. Je ne mettais pas sur mes oreilles, j'avais une petite boîte de musique. Puis on partait ça assez rapide avec Kryptonite. Là. C'était toujours ma chanson de départ. Oh, if I go crazy, then will you still call me Superman? Oh ouais, nice. Alors, ça partait vite avec ça, puis ça me mettait dans le beat tout de suite. Puis quand je l'entends encore, là, j'ai toujours ces images quand je partais avec mes enfants. Mais non, sinon, pas de musique. La majorité du temps, aucune musique. Là. Puis dans ton dernier 400, excuse-moi encore François, ton dernier 425 km au mois de mai, tu as été tout le temps accompagné aussi. Tu avais tout le temps des gens avec qui couraient avec toi. Ça, c'est merveilleux, ça, là. Oui, puis des gens qui se sont dépassés aussi. Il y en a qui ont décidé de faire le premier 100 km avec moi. Fait que non, c'est intéressant de voir justement toute cette mobilisation-là de coureurs, surtout en temps de pandémie. Là, on a montré qu'on était capable de courir pareil, là, en groupe, à 2 mètres de distance. On y est arrivé, on a fait 2 groupes quand on était un peu plus nombreux. Mais il y a une personne qui est un petit peu plus âgée, je pense dans la soixantaine. Lui, son défi, c'était de faire 25 km à chaque jour avec moi. Il a fait son 100 km quand même en 4 jours, là, cette personne-là qui est un petit peu plus âgée, puis était vraiment ému d'avoir fait ça, puis que j'ai donné l'opportunité avec mon défi de faire ça. Au fond, cette personne-là a ça en elle quand même, mais mon défi il a donné cette motivation-là supplémentaire pour la réaliser. Ben oui. Puis il y en a un autre qui a fait un cœur de 115 km, un autre qui a fait un cœur de 105 km tout le long avec moi. Puis donc de voir ces gens-là se réaliser, courir, puis connaître des difficultés aussi, puis s'en remettre, ben, c'est une motivation supplémentaire, c'est sûr. Puis ça fait très différent de toutes mes sorties que je fais habituellement en entraînement. Je suis souvent seul parce que en finissant le travail, je vais aller courir, ou si j'ai un moment, je vais aller courir. Fait que je suis souvent seul à courir.
sauf des fois quand j'étais avec ma copine. Fait que là, ça faisait vraiment différent d'être toujours avec quelqu'un, mais c'était de bonnes compagnies, puis c'était intéressant, on disait, puis c'était intéressant, cette dynamique-là. Ouais, Puis c'est cool. Quand tu parlais de comme ton kit j'ai oublié le terme, là, mais quand tu voyages léger, mais avec toute ta tente puis tout ça. Fast packing. Fast packing, c'est ça. Toi, t'as-tu comme ta liste d'équipements de fast packing sur ton site ou quelque chose si les gens sont curieux ou c'est peut-être un jour. Ouais, j'ai pas mis ça sur mon site web. C'est vrai que je pourrais faire ça, c'est une bonne idée. J'imagine, moi je suis curieux, là. En tout cas, juste je suis quand même curieux Ouais, de parce que voir ça va jusqu'à la recharge portative pour charger les montres, charger le cellulaire. Fait que j'ai ma petite recharge, mon petit boîtier de chargeur portatif. Oui, donc il y a beaucoup de choses, là, sifflets. Il y a beaucoup de petites affaires qui peuvent que les gens ne penseront pas nécessairement, puis qu'on a fini par être de plus en plus efficace aussi. Tu sais, c'est sûr que si je compare entre notre première sortie qu'on a faite dans la traversée de Charlevoix, avec ce qu'on a fait en Gaspésie, donc Charlevoix, c'était au mois de juin l'année passée, Gaspésie, c'était au mois d'août, on a évolué comme duo de fast packer. Avez-vous augmenté votre équipement ou plus épuré? Un peu plus épuré. Ouais. Des choses que tu réalisais que tu n'utilisais pas trop. Il n'y a pas eu trop de situations. Ouais, vraiment dans l'essentiel. Ouais, ok. Au moins, il n'y a pas eu de situation que tu es comme, ça serait le fun d'avoir ça, mais on l'a pas en ce moment. Fait que, ok. Puis ça arrive, c'est pas plus grave que ça. Mais tu sais, il y avait l'essentiel dans notre sac. Puis vous traînez toute votre bouffe. La bière, même. Même la bière. Ça, c'est les produits essentiels, là, Mais c'est ça, fait que tu traînes de la bière, tu traînes genre toute ta bouffe pour la soirée, dans le fond? C'est des repas déshydratés qu'on avait, là, mais non, la bière, c'est juste des anecdotes parce qu'on a traîné, oui, puis on a traîné nos canettes vides parce que on est zéro déchet, hein, je pense, quand on fait ça, si on est dans ce mouvement-là, puis je pense que tout le monde devrait, quand ils vont en sentier, être dans le mouvement zéro déchet. Tu as des déchets que tu transportes, tu les amènes dans une poubelle quand c'est accessible. On a traîné une bouteille vide, mais non, ça a commencé beaucoup avec la traversée le sentier Le Fjord qui part de Sainte-Marguerite, de je ne sais trop quoi, là, 40 km de Tadoussac, au nord de Tadoussac. En arrivant à Tadoussac, il y a bien sûr la petite brasserie qu'on est allé chercher de la bière là à nouveau. C'était juste un petit trip, tu sais, on y allait mollo, puis quand tu termines le soir avec un coucher de soleil, avec une petite bière, toujours intéressant. Mais la bière bière tablette pour réchauffer un peu quand même. Pas tant que ça. On la met dans l'eau en arrivant, puis elle était quand même froide. Puis elle n'a pas trop explosé. Elle doit faire du bien. Non. Tu sais, t'es comme ça brasse tout le long, là. Une bonne petite frette en face. Ok. Cool. Je te laisse poursuivre, Matt. On a touché à plein de choses. Moi, ce qui m'impressionne beaucoup dans tout... En fait, non, c'est vrai, il y a une question qui me revient. Tu sais, dans tous tes défis, as-tu l'impression que quand tu en choisis un, il faut qu'il soit plus gros, plus... que les précédents? As-tu un peu cette pression-là de vouloir faire tout le temps quelque chose de plus gros ou pas nécessairement? En fait, il n'y a pas de pression. Par contre, comme coureur, les gens me demandent est-ce que j'ai toujours eu ça en moi ou comment je fais pour mes entraînements? Est-ce que tu t'entraînes? Mais il y en a qui me demandent si je m'entraîne pour ce que je fais. La réponse, c'est je m'entraîne pas vraiment. Puis une réponse qui peut paraître un peu facile d'une certaine façon, c'est ce que je dis, c'est que je m'entraîne à ça probablement depuis que je suis jeune. Et c'est juste des étapes qui se sont rajoutées une après l'autre. Puis comme coureur, à vouloir explorer, mais aussi à me laisser guider là où la course va m'amener. Mais ça m'a amené à penser à ces défis-là un peu toujours plus gros. La raison pourquoi ils sont toujours plus gros, c'est qu'à un moment donné, quand tu montes pendant 24 heures le Mont Offord, puis tu l'as fait 2-3 fois, 2-3 défis 24 heures, à un moment donné, en sachant que je l'ai réussi, c'est sûr que la prochaine étape, ça va être peut-être de faire 48 heures. Mais tu sais, la course, je suis allé vers l'ultra longue distance, puis 24 heures, je pense que j'ai bien exploré la course de 24 heures. Je suis allé faire des championnats mondiaux en 2019
pour représenter le Canada là-bas, un record de 220 km en 24 heures. Puis à un moment donné, je me suis dit, je suis prêt pour le 48 heures. Mais le 48 heures, je l'ai fait en défi. C'était le premier Avançons tous en cœur où je me suis dit, probablement je serais capable de courir 300 km en à peu près 48 heures. Ça a donné 305 km en 50 heures. J'étais quand même pas loin. Puis, c'est sûr qu'après ça, déjà quand je venais de terminer au mois de mai l'année passée, je venais de terminer le cœur. Là, c'était un grand cœur. C'était pas un trèfle à 4 cœurs. Là, c'était un grand cœur où vraiment, sur le trajet, je dormais puis je poursuivais le lendemain. Déjà, quand je terminais, j'avais déjà en tête le prochain du mois d'octobre, qui était de 10 marathons, 420 km. Je sentais que j'étais prêt pour ça. Puis, 3 jours à ce moment-là, parce que je m'étais dit que ça devrait se faire à peu près 72 heures. Ça a pris 77 heures au total. Fait que, j'étais pas trop loin encore de mes prévisions que je m'étais fait. Puis, le 3 jours, c'est quand même, ça serait parti sur 4 jours, mais c'est un vrai 3 jours. 72 heures, là, 77 heures. Donc, c'était quand même un défi que j'étais prêt à me lancer. Puis, j'avais pas de pression de personne. Là. La seule pression, en fait, la seule personne qui se donne ces défis-là, c'est moi. Là. Puis, mes limites, c'est moi qui les connais. Puis c'est moi qui sais quand est-ce que je suis prêt à les franchir. Puis le 420 km, je l'ai réussi en octobre. Je l'ai réussi à nouveau. Là, avec le couvre-feu en plus. Au mois de mai, du 21 au 24 mai. Ça va être quoi la prochaine chose? Là, je sais pas. Je sais pas. L'enjeu, par contre, c'est le nombre de jours. À un moment donné, ça devient quand même aussi limité avec le travail, avec mes enfants. J'ai toujours cet équilibre-là quand même qui est important. La copine aussi. À un moment donné, c'est sûr qu'il faut choisir, il faut que je choisisse mes défis. Mais je suis quand même une personne qui aime relever des défis. Puis c'est des défis que je pourrais dire quand même audacieux. Je les réussis, oui. Je me mets probablement dans les bonnes dispositions pour les réussir, mais ça pourrait aller mal n'importe quand, ces défis-là. Mais j'ai réussi quand même à les compléter avec le sourire. Puis c'est sûr que de combiner des défis avec des causes, à courir pour des causes comme Moisson Estrie, une banque alimentaire, le camp, fibrose kystique, je me suis été partenaire avec beaucoup de causes, c'est sûr que ça donne une motivation. Hein? Donc, c'est pas juste Sébastien qui court, c'est Sébastien qui le fait pour un but précis. La même chose, maintenant, courir des marathons en poussant quelqu'un devant moi, c'est pour la cause de l'inclusion sociale, puis en même temps, d'avoir quelqu'un devant que je sais qui a le gros sourire et qui a juste un peu à courir, à être assis dans la chaise. Puis il veut pas que t'arrêtes. Il veut pas que j'arrête, ça c'est sûr. Ça donne une motivation, ça c'est sûr. Là. Fait que, je me mets pas de pression aucunement dans mes défis. Là. Puis, mais le fait d'avoir jamais abandonné un seul, quand tu dis qu'une personne sur 2 ou sur 3 va abandonner un ultra, toi, tu en as abandonné aucun. Est-ce que tu te permets de penser un jour que ça se pourrait que tu doives en abandonner? Il me semble que ça doit être difficile de juste l'envisager. Il faudra voir. Il y a quand même beaucoup de gens. Il y en a que c'est des blessures. Une blessure aiguë, c'est sûr que je ne pourrais pas aller contre ça. Là, je veux dire, des douleurs, je finis par connaître mon corps, donc je sais qu'il y a certaines douleurs qui sont tolérables, puis ça fait partie de l'ultramarathon, la douleur. Il faut apprendre à la gérer, puis il faut apprendre à la gérer longtemps, puis elle finit par passer. On finit à passer par d'autres, à penser à autre chose. Puis c'est des fragments de pensée, la course à longue distance. Là, tu ne te mets pas à disserter sur quelque chose, puis à penser à quelque chose, à un moment donné, tu vas t'enfarger. C'est vraiment l'environnement qui va dicter un peu ce à quoi tu vas penser, puis à un moment donné, la douleur, tu l'oublies. Ça joue dans la tête pareil, puis il y a beaucoup de gens qui abandonnent parce qu'ils sont soit pas capables de tolérer les douleurs, ils n'y arrivent pas dans leur temps, puis il y avait une fatigue extrême, une fatigue insupportable. Oui, tu peux dormir 15 minutes, un power nap, puis tu vas repartir, puis tu vas être correct. Là. C'est comme ça que les ultramarathoniens font. Donc, oui, à un moment donné, ça peut arriver que je réussisse pas mes défis ou que j'ai à abandonner, mais pour l'instant, j'ai jamais trouvé de bonne raison pour arrêter. Puis au pire, je marche.
Puis j'ai pas peur de marcher dans ce genre de course-là. Quand mon corps est en surchauffe parce qu'il fait chaud dehors, je vais marcher un petit peu plus. Quand ça va être courable en descente ou en petite inclinée de descente, je vais me laisser aller, il va y avoir un petit vent frais. Puis je sais qu'aux alentours de 4-5 heures, le soleil tombe, puis là, ça va être un peu plus frais, puis je vais pouvoir repartir un peu mieux. Mais si je lutte à vouloir garder mes temps, à un moment donné, c'est la déshydratation, puis là, c'est la spirale vers le bas. C'est le cercle vicieux, ouais. Ouais, je me connais, puis j'ai jamais eu de raison pour abandonner. Et pourtant, j'ai quand même eu des douleurs. Je parlais d'une douleur à l'aine que j'ai depuis 2014. Depuis 2014, une blessure, ça. C'est une fragilité que j'ai. Mais quand j'ai commencé mon 425 km, j'avais mal à cet endroit-là. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça a fini par lâcher à un moment donné. Je suis rendu un diesel, là. Ça prend du temps avant que mon corps se réchauffe et que je me sente bien. Après une bonne heure, là, j'ai une bonne idée de comment je vais être pour le reste de la course. Dans la première heure, des fois, je me sens un peu, pas toujours top, là. Une foulée la machine n'est pas bien huilée. J'ai besoin d'un peu me dégourdir, puis je sais que ça peut me prendre jusqu'à une bonne heure, là. OK. Wow. Puis, Avançons tous en cœur, tu mentionnes que c'était pas la première édition. Moi aussi, j'avais déjà entendu parler, je pense, d'une des éditions précédentes. C'est pour ça que j'étais comme un peu mélangé. J'étais comme, c'est arrivé en semé-ci. Je pensais que c'était il y a 1 an ou 2 ans. Fait que j'étais comme un peu mélangé. Dans le fond, ça a commencé quand? Puis c'est venu d'où cette idée d'Avançons tous en cœur? J'imagine que c'est la forme du cœur, mais dans le fond, c'est parti de cette affaire-là. Ouais, il y a une belle petite histoire derrière tout ça. Puis, en fait, Avançons tous en cœur, ça a commencé avec la pandémie en mai 2020. Ouais. Puis, on l'a répété en octobre 2020. Pourquoi avec Moisson Estrie, c'est probablement, moi, en tout cas, personnellement, parce que c'était une population que je pense, la population qui le dessert, eux autres, je pense que c'est une population qui était en besoin, une population en situation de vulnérabilité qui avait des besoins importants avec le début de la pandémie. Oui. Mais si on revient encore plus en arrière, l'idée de faire un trajet en forme de cœur, c'est pas la première fois que ça arrivait. En 2018, je me préparais pour faire le Spartathlon. On pourra en jaser ça du Spartathlon, c'est une belle course. Je me préparais pour le Spartathlon, 250 km en Grèce qui retrace le trajet. Tout le monde pense que Fidipides, le marathon, des plaines de marathon jusqu'à Athènes, c'est la grosse affaire, mais non, dans les écrits, oui. cette même personne-là, dans les écrits d'Hérodote, il a couru d'Athènes à Sparte, qui est 250 km, pour aller demander l'aide des Spartiates. Puis il est retourné pour leur dire que les Spartiates n'étaient pas prêts. Puis il a fait 500 km, il s'est battu contre les Perses. Puis après ça, il a couru. Parce que à cette époque-là, les messagers coureurs, là, mourir au bout de 40 km, ça fait pas de sens. Là. C'était des messagers coureurs. Exactement. Exactement, c'est ça. Écoutez l'épisode du monde de la course sur l'histoire de la course. On en parle justement. Donc, mais oui, merci de nous rappeler ça parce que c'est fou. C'est quand même drôle. Les gens sont toujours comme ah oui, puis là, il est mort au bout de ça. Puis nous, on est comme tu meurs pas après 40 km. Là, le gars, il faisait des 250. C'est ça que ça faisait des messagers. Fait que. Probablement que dans l'esprit collectif, le marathon est difficile parce qu'on l'associe toujours aux 42 km avec la personne qui meurt au bout. Mais si on l'associe aux 250 km aller-retour, donc 500 km, plus se battre, plus le marathon, là, à ce moment-là, le marathon prend une autre dimension. Ouais, c'est ça. Qui peut peut-être être vu un peu moins difficile quand un messager coureur fait autant de kilomètres. Ça fait un peu plus soft quand tu le vois dans le grand schéma des choses. Là. Ouais. Je te laisse poursuivre. Ça, c'est en 2018, donc j'étais inscrit pour le Spartathlon, qui est quand même une course là, assez restreinte pour les inscriptions. C'est très, très, très contingenté. C'est pas n'importe qui peut faire ça. C'est presque un championnat mondial. Fait que c'est sûr, pour me préparer, j'avais fait une course de 24 heures où là, j'avais fait vraiment une belle performance qui m'avait amené éventuellement en 2019 à participer au championnat mondial. C'est tout des détours, des choses que je vais faire qui il n'y avait pas de but initialement. Puis finalement, ça m'a amené à faire d'autres défis par après ou d'autres opportunités comme les championnats mondiaux pour la course de 24 heures.
Et en préparation, je m'étais dit, je vais courir une longue distance. Fait que là, je m'étais assis avec la map de Sherbrooke devant moi, puis j'avais demandé à ma fille, elle avait 10 ans à ce moment-là, j'avais demandé, Noémie, peux-tu me dire où est-ce que je devrais aller courir? Parce que je voulais faire un bon 170 km solo, tout seul, avec un petit pack-sac, puis je partais, puis j'étais pour arrêter d'un dépanneur pour manger. Puis elle m'a dit, je sais pas où tu vas aller, mais il faut que ça ait la forme d'un cœur. Fait que c'est venu de là, la première idée. Fait que j'ai créé mon premier cœur à ce moment-là, en 2018. Avec la pandémie, au mois de mars, au début avril, j'ai un peu repris ça. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas courir en forme de cœur? Ça va me donner un petit challenge. Fait que là, j'avais fait un cœur de 125 km ou 120 km que j'ai fait en à peu près 13 heures. Encore là, solo, j'étais parti. Tout à l'heure, j'ai parlé du cœur de 175 km, la course de 175 que je poussais mon chariot. Ça, c'était un autre cœur que j'ai fait 3 semaines plus tard, vers la fin avril. Et c'est suite à ça, en même temps, en fait, ce qui s'est passé, c'est comme médecin, j'étais très, très sollicité au début de la pandémie. Je suis intensiviste pédiatre. Il y a eu beaucoup de réorganisation dans le système de santé. C'était intéressant aussi parce qu'on avait l'impression que là, tous les projets qu'on avait sur les tablettes pouvaient être mis de l'avant. Donc, vraiment, une période là où j'étais très, très, très impliqué, sollicité. Je suis directeur des soins intensifs, donc j'étais impliqué dans la gestion des soins intensifs pédiatriques. Ce qui est arrivé, avec le confinement à ce moment-là, en fait, toutes les écoles fermées, tout le monde à la maison, chez les enfants, les virus se propageaient plus, fait qu'il y avait plus d'enfants à l'hôpital. Ouais. Ça a été une période où, oui, il y avait beaucoup d'adultes. On se rappelle, c'était les CHSLD, Oui. où il y avait des besoins. Puis moi, comme intensiviste pédiatre, on est 5 en Estrie, au CHU de Sherbrooke. Je peux pas décider de partir puis aller dans un CHSLD puis faire une quarantaine au retour là, de 14 jours de m'isoler. On a une liste de garde quand même. On a un service à offrir à la population. Fait qu'il fallait que je maintienne ça, mais on était dans une situation où vraiment il y avait moins de patience. C'était peut-être un peu moins motivant aussi. Fait que je me suis retourner vers un autre défi de façon un peu naturelle. Ma tête veut des défis. J'ai choisi la profession d'intensiviste probablement parce que j'aime les défis aussi. J'aime quand ça bouge. Je suis pas hyperactif, mais j'aime le défi. J'aime quand ça bouge. Et là, si le travail c'était un peu plus mort, ma tête est allée vers la course. Puis je me suis retourné. Concours de circonstances encore là. Quelqu'un qui me parle, là, as-tu déjà pensé faire un défi avec Moisson Estrie ou les banques alimentaires? Puis là, ça m'a comme chicoté dans la tête. Je serais prêt pour faire un 48 heures. Je serais prêt pour faire un défi sur 2-3 jours pour une banque alimentaire. J'ai contacté Moisson Esprit. Puis en l'espace de 3 semaines et demie, on a bâti la course, le projet Avançons tous en cœur, qui était mon parcours à la course et en même temps une guignolée pour récolter des denrées, une guignolée sans contact. Qu'on laisse des sacs sur le perron, les gens le remplissent, puis des bénévoles viennent les rechercher. Pas de contact entre les personnes, c'est pas une sollicitation porte-à-porte où on cogne aux portes. En même temps, il y avait un petit volet pour faire bouger les jeunes où là, j'avais demandé aux écoles de la région de s'inscrire pour cumuler des kilomètres pendant que moi, je bouge. Bouger pendant cette période de temps-là, vous aussi. Puis, il y a quand même eu quelques écoles qui ont participé. C'est sûr que c'était pour l'autre édition, c'était devenu un peu plus difficile parce que avec toutes les contraintes, là, les professeurs, là, ils en ont eu quand même beaucoup sur les bras, puis ça leur tentait pas d'avoir à gérer des kilomètres, à noter des enfants là, qui ont fait des kilomètres. Fait que ça a moins pogné pour les autres éditions. Mais pour cette première-là, quand même, quelques écoles là, qui ont participé, qui ont fait bouger les élèves, qui ont cumulé des kilomètres. Fait que c'était comme un petit projet, puis il y a eu quand même un beau succès au bout du compte, là, avec un équivalent monétaire là, de 180 000 récoltés, là, incluant les denrées et les dons. Fait que c'est sûr qu'en voyant ça, on s'est dit, on va le refaire en octobre, les besoins vont être encore là. Donc, on l'a refait en octobre, où là, on a récolté 225 000 Et là, on devrait avoir les chiffres bientôt, là, parce que la campagne Avançons tous encore, la partie guignolée, là, se termine
Oui, pas mal terminé, mais on est encore en train de faire le décompte de toutes les denrées qui ont été accumulées. Puis ça risque d'être record encore, là, donc on attend les chiffres pour ça. Yes. Puis on a choisi le mois de mai pour probablement répéter l'édition à chaque mois de mai maintenant. Donc, ça va être dans un an qu'on risque de le refaire. Mais sous quelle forme, ça, c'est pas encore décidé. Là. On va avoir à discuter de ça parce que c'est sûr que d'un point de vue personnel, au niveau des défis, ben, tu sais, 300, 420, les 10 marathons, je l'ai fait 2 fois. Puis, j'ai pas en tête de vouloir augmenter le kilométrage. Donc, il faudra voir. Peut-être qu'on va Trouver ouvrir une forme différente un peu. Ouais, ben peut-être, tu sais, c'est avançons tous encore, c'est pas juste Sébastien qui avance. Peut-être qu'on va ouvrir ça à des équipes, peut-être plus, là. Donc, les gens vont pouvoir courir en équipe, faire leur propre cœur avec les trajets que je proposerai. Puis que ce soit corporatif ou des gens en équipe d'amis, là. Oui, puis ça peut s'étendre aussi ailleurs qu'en Estrie. Ça peut aller un peu partout. Ah ben, quoi que c'est pas mal pour Moisson Estrie, à moins que ça implique d'autres moissons. Là, mais... Oui, les autres moissons n'ont pas trop voulu embarquer, même si tout le projet leur a été proposé, ils n'ont pas voulu embarquer. Peut-être qu'à un moment donné, ils vont trouver que ça va être quelque chose qui pourrait être intéressant à faire. Puis, le but, c'est aussi de faire parler de Moisson Estrie, pas juste dans le temps de Noël, où là, les gens pensent un petit peu plus à donner, mais les besoins sont là à l'année longue pour la population estrienne dans le besoin. Puis ça peut être n'importe qui aussi, hein, donc c'est pas juste les plus démunis, il y en a qui ont quand même eu des répercussions avec la pandémie, les pertes de job. Fait que ça peut être n'importe qui peut vivre quelque chose de difficile de façon temporaire, a besoin de Moisson Estrie. Moisson Estrie est là pour eux autres. Puis de savoir que, bon, OK, je contribue à ce mouvement-là avec Avançons tous en cœur. Ben, je trouve ça intéressant pour Moisson Estrie. Puis ben, le côté du coureur, du médecin qui veut aussi motiver les gens à bouger, ben, c'est sûr que ça rejoint aussi Avançons tous en cœur là, quand je vois les gens se dépasser. Là. Fait que c'est comme intéressant sur plusieurs aspects. J'avais une question par rapport à tes trajets, les parcours sur route. Tu sais, en Estrie, pour faire de grandes distances, tu veux passer d'une ville à l'autre, ben, tu n'as pas le choix de prendre des routes qui sont passantes. Là, tu sais, c'est du 70 km/h, 90 km/h. C'est-tu un enjeu, ça, pour faire des longs trajets pour des grandes distances ou ça ne te dérange plus? Ça me dérange pas vraiment. Par contre, il y a un des trajets que j'avais testé au début du mois d'avril. Puis quand j'étais arrivé sur la route, on dirait que c'est le troisième cœur. Là, quand j'étais arrivé sur la route, là, j'ai dit « Ah non, ça sera pas le fun de faire 10 km sur une route qui passe quand même entre Quaticook puis Sherbrooke. » Puis j'ai décidé de refaire ce trajet-là pour être vraiment dans les routes de terre. C'est plus intéressant, c'est sûr, les routes de terre que les routes passantes. Mais il y a des fois que j'ai comme pas eu le choix de passer sur des routes passantes. Exactement. Tu sais, comme moi, mes parents sont à Saint-Adrien, en Estrie. Fait que, je connais bien le bout de la route 255, 216. Je pense que tu as fait beaucoup de kilomètres, sur la 255. C'est une route à 90 km/h. Ça roule vite, là. Oui. Cette année, avec l'édition de cette année, on s'est un peu ajusté pour la sécurité. On avait un pick-up en arrière qui suivait tout le long. Ah, OK. Un gros pick-up, là. Fait que j'avais comme mes derrière qui étaient assurés. OK. Avec le gros pick-up. Est-ce que le pick-up avait les nouveaux panneaux sport? Parce que j'ai vu, moi, je travaille au MTQ, puis il y avait une publicité cette semaine. Ils ont sorti un nouveau panneau officiel de la route, puis c'est écrit sport. C'est fait pour mettre sur les véhicules. Justement. Non. OK, ben c'est nouveau. L'article est sorti cette semaine là, sur notre intranet. Là. Donc, ça va être vraiment un panneau de signalisation là, officiel à fixer sur une voiture avant et arrière de la voiture. Pour la voiture en tête et la voiture à la fin du... c'est très intéressant parce que sinon, on n'avait pas ça. On avait des vélos en arrière, donc c'est sûr. Puis avec le rack à vélo, à un moment donné, les gens ne veulent pas rentrer dedans. Puis on avait accroché une pancarte Avançons tous en cœur en arrière avec les vélos. Mais c'était dans les choses qu'on voulait améliorer parce que c'était la première fois qu'on le faisait comme ça. Toutes les autres fois, je courais à contresens. Puis la voiture m'attendait plus loin, une voiture qui m'attendait plus loin. Là, on a vraiment décidé de mettre la voiture derrière, le pick-up derrière. Puis à ce moment-là, j'étais protégé sur la voie.
OK. Ouais, je me... Ben, ben non, j'allais juste dire, je me renseignerai sur ce panneau-là, comment qu'on fait pour l'avoir, pour des événements, des trucs comme ça. Je te transférerai l'information. Ouais, ouais, on va ouais. t'apprécier. Cool. Je me souviens, il y a 5 6 ans, j'avais participé à un truc qui s'appelait le Relay for Hope, Relais de l'espoir, qui était comme par Mylan, une compagnie pharmaceutique. En gros, c'était pour contrer la stigmatisation des personnes qui ont le sida. Puis justement, on traversait le Canada. Moi, je m'occupais du segment Québec et un peu l'Ontario. Puis on avait justement le truck qui nous suivait. C'était comme un RV. Puis là, on allait d'une place à l'autre. Mais je me souviens au Québec, là, on s'était fait. La police nous avait dit non, ici, t'as pas le droit. Puis ils nous avaient forcé à faire la technique, comme tu disais, que vous faisiez au début de le truck avance plus loin, puis on court à Mhm. contresens. Puis dans les autres provinces, on revenait à la méthode d'aller courir devant, puis t'as le truck qui suit, mais peut-être ça a changé depuis, mais c'est ça. Ouais, Juste ben pour... en fait, c'est de communiquer avec les autorités, la police, là. Je pense Ouais. que c'est ça qui est important dans ces situations-là pour annoncer ton trajet, puis annoncer comment comment tu vas fonctionner. Ah, Puis c'est... ben, tu sais, avec la ville de Sherbrooke, je suis quand même chanceux parce que les derniers kilomètres, là, cette fois-ci, c'était les 20 derniers kilomètres, ben, j'ai été escorté par la police, là. Ah, cool, Euh, ok. T'as deux voitures de police, puis deux motos de police. Toutes les intersections, j'ai pas pensé à faire mon stop si la lumière est rouge. Eux autres vont stopper le trafic. Ah, mais c'est Fait que cool. Non, c'est t'as ça. eu ça les 4 jours? Non, j'ai eu ça seulement OK, pour la dernière journée. OK. C'était comme ça à chacune des éditions, la fin du parcours, vu que c'est vers Sherbrooke, sur la rue passante, qui est la rue King, Ah oui. OK, Bertrand, OK. Boulevard Bourque et la rue King. Ben, j'avais cette escorte policière-là. OK. On se sent important dans ce temps-là. On fait une Ouais. fois à nous tout seul. Mais c'est intéressant. Ça met de la visibilité encore là sur la course, la cause. Puis Ouais. à chaque fois, il y a le maire qui est là, qui vient courir avec moi. Ah, Ouais, cool. ouais. Non, c'est ça. Ouais. Le truc que j'avais fait, c'était vraiment un peu plus broche à foin. Je pense pas qu'il avait contacté les autorités ou quoi. Fait que c'est peut-être pour ça qu'on Ouais. s'était fait un peu taper ses doigts. Mais, ok, cool. Bon à savoir pour la logistique si jamais il y a d'autres personnes qui veulent se faire des événements du même type. Contactez les autorités juste pour leur dire, pour les prévenir. Annoncer le trajet. Je te laisse poursuivre, Mathieu. Oui, écoute, ben, moi, je me demandais si dans ta carrière, tu as vraiment eu des blessures importantes qui ont fait en sorte qu'il a fallu que tu prennes des pauses là, prolongées. Ça dépend c'est quoi prolonger, là, Ouais, mais tu sais, Dis-nous le c'est genre quoi de selon pause là, toi. qui a vraiment un Non, impact sur tes défis qui s'en vient, là. ouais, Tu sais, qui repousse ou qui annule même. j'ai jamais eu à annuler des courses, ça, par contre, mais en 2006, j'ai eu une périostite. Ok, Fait que j'ai classique. dû ralentir, le classique, hein, c'est Ouais. sûr. Fait j'ai dû ralentir. Puis dans ma récupération, tu sais, je me suis mis vraiment des objectifs à ce moment-là. Puis c'est là qu'est venue mon idée de courir avec mes enfants dans des courses. Je m'étais dit, en 2007, c'est ce que je vais faire. J'ai quand même couru un marathon en 2006. La périodicite était là, ça achalait, mais j'ai quand même fait le marathon OK. d'Ottawa, je pense, puis peut-être de Québec. J'en ai fait deux, je pense, cette année-là. C'était dans les débuts où j'en faisais pas autant c'est par la suite que j'ai vraiment augmenté. Puis en fait, mon millage à ce moment-là devait être autour de 3000 kilos par année, OK. peut-être même un C'est petit peu bon. moins, là. C'était pas énorme, là. Ouais. Euh, Ben, pour un puis, ultra-marathonien, Ben, mettons, là. Ouais. c'est bas, oui, ouais, c'est non, non, ça. ça a changé, ça a changé dans les 2 années qui ont suivi. Mais en 2006, je m'étais donné des objectifs. Me qualifier pour Boston, courir avec mes enfants, courir, même je pense en bas de 2,45, je pense que c'était un de mes objectifs. Puis tu sais, je les ai tous rentrés, ces objectifs-là, en 2007. Puis j'ai fait mon premier Boston en 2007. Puis tranquillement, j'ai doublé mon kilométrage. Fait que je suis passé de OK. 3000 à 6000. Puis on dirait que les Graduellement. périodicites, je n'ai plus jamais entendu parler depuis ce temps-là. OK. T'as probablement oui, c'est un peu Ouais, c'est contre-intuitif, ça. là. Pourquoi faire plus de kilomètres puis finalement plus de périostite? J'ai aucune idée. Est-ce que c'est les souliers? Est-ce que c'est la technique de course? Est-ce que Ouais, peut-être. je ne sais pas, mais quand j'ai recommencé à courir, j'ai aussi rajouté un peu de tapis roulant, du vélo stationnaire à travers ça.
Mais en 2008, j'étais rendu à peu près à 6000 km dans mon année. Puis c'est pas mal le millage que j'ai maintenu toutes les années qui ont suivi, sauf l'année passée où, avec la pandémie, plus de courses, moins de taper à ce moment-là, plus de gros défis, je me suis rendu à 7000 km dans mon année. Et là, actuellement, on n'a même pas une demi-année de fête, là, puis je suis déjà à 3200 km de fête cette année. Puis, cette périostite-là était probablement une petite faiblesse. C'était dans ma jambe droite. C'est toujours ma jambe la plus faible. Une petite faiblesse que, tu sais, à un moment donné, tu cours moins bien, fait que ça s'est transféré dans le fessier. Fait que, j'ai eu quelques douleurs pendant probablement un an, mais rien pour arrêter longtemps. J'ai peut-être fait un peu de vélo au printemps de cette année-là, 2006. J'ai quand même fait mes marathons, comme je le disais. Puis si ça a duré un mois et demi, là, c'est beau. En 2014, là, j'étais dans le monde de l'ultra déjà. J'avais fait quelques courses aussi. Là, j'ai eu une bonne douleur. En fait, j'avais de la misère à faire mes déplacements en sortant de la voiture. Donc, tout ce qui était la chaîne plus au niveau du pelvis, là, au niveau du bassin, j'avais des faiblesses à cet endroit-là. C'était tous mes mouvements latéraux, donc c'était les adducteurs de la jambe, surtout la jambe droite qui était problématique à ce moment-là. Pour devoir, à un moment donné, dire, j'ai pas le choix d'arrêter, ça marche plus, il y avait plus de plaisir à courir. Je venais de terminer ma saison, il y avait eu des bonnes courses, des moins bonnes. Le dernier 50 miles que j'ai fait au mois de novembre avait été un peu plus difficile. J'avais quand même couru. On dirait que quand la machine était en route puis que ça dérouillait, ça allait un petit peu mieux. Mais après ça, dans mes entraînements, en décembre, là, ça allait pas vraiment. J'avais des douleurs. Au bout de 2 kilomètres, ça me tentait plus. Il n'y avait plus autant de plaisir. Fait que j'ai décidé d'arrêter de courir. Puis en fait, pourquoi je persistais, c'est que je voyais quand même qu'au mois de mai, il y avait des championnats mondiaux qui s'en venaient au lac d'Annecy en France pour représenter le Canada dans un ultra-trail long de 80 km. Fait que j'avais ça en tête, là, je me disais, je peux pas courir. Fait que je voulais persister. Puis, à un moment donné, probablement début janvier, j'ai dit non, ça marche plus, j'arrête de courir. J'arrête de courir, mais je continue à marcher. Fait que ce que j'étais capable de faire sans douleur, c'était marcher. Prends les bâtons, on part 3-4 heures de temps, on va marcher dans les montagnes, dans le coin, au Parc national du Mont-Offord. Donc, j'ai fait beaucoup de sentiers pareils, de déplacements, un peu d'elliptique à ce moment-là. Je pense que c'est à ce moment-là que j'avais aussi acquis un elliptique en me disant qu'il va y avoir moins d'impact si je fais de l'elliptique. Donc, j'ai plus transféré tout ce qui était tapis roulant sur de l'elliptique. J'en fais encore aussi pour un peu protéger mes articulations certains kilomètres, surtout quand j'ai fait beaucoup de millage, mais aussi quand les routes sont plus glacées. Donc, je fais un petit peu plus attention. J'aime courir l'hiver pareil, là. Puis si j'ai la chance d'aller courir, je vais aller courir dehors, c'est sûr. Mais il y a des fois, je remplace par l'elliptique. Donc là, je faisais un petit peu plus d'elliptique, mais tu sais, ça a duré un mois et demi, probablement. À travers ça, j'ai fini par faire une résonance magnétique qui montrait que j'avais eu probablement un arrachement d'un ligament qui s'insère au niveau du bassin. Mais il y avait d'autres faiblesses de ces muscles-là aussi, mais c'était en voie de guérison. Fait que je me suis dit, bon, OK, j'ai couru là-dessus, puis c'est en voie de guérison. Cordonnier mal chaussé, oui, je suis médecin, mais j'ai quand même suivi. Mais je connais bien mon corps quand même. J'ai pas de limitation maintenant. Je fais attention. Puis, tranquillement, j'ai repris la course. Puis, j'ai fait un défi en raquette au mois de février, au Mont Gaspard. Je me suis dit, je vais juste aller là pour marcher en raquette. Finalement, j'ai amené mes raquettes de course, puis j'ai fini par trottiner à la course avec les raquettes. Okay. Finalement, j'ai fait 8 heures de temps, une 35 km dans la grosse neige. J'étais vraiment bien là, dans cette sortie-là. Un mois après, je faisais la double traversée de la présidentielle, encore là, sans douleur. Je me sentais bien. Puis, vraiment, tout ce qui était performance, j'avais vraiment mis ça de côté. Puis, quand je suis arrivé aux championnats mondiaux, je me suis dit, j'y vais. Puis, j'étais juste heureux de pouvoir courir finalement. Puis ça a super bien été cette course-là finalement. Puis quand je parlais avec des personnes, certaines personnes me disaient c'est peut-être ton corps qui te dit d'arrêter, t'en fais peut-être beaucoup. Puis tu sais, avoir écouté ces voix-là,
cette année-là, j'aurais pas fait de championnat mondial, j'aurais pas fait mon premier 24 heures au Mont Offord et j'aurais pas fait tout ce qui a suivi par la suite. Puis je dirais que ce qui suit ce que j'ai fait par la suite, c'est des défis encore pires que ce que je faisais dans ce temps-là. Puis chaque année, je me demande toujours comment je vais réussir à faire mieux ou à faire différent. Puis on dirait qu'à chaque année, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. Mais je reste avec cette faiblesse-là au niveau des adducteurs. Là où je devrais investir un peu plus de temps, puis en écoutant le podcast de Louis-Philippe Garnier, je me suis dit, il faut vraiment que je sois un peu plus régulier là-dessus. C'est les étirements. Les étirements. Ouais. Donc ça, il y a eu une période où j'en faisais à tous les jours. Tous les jours, je faisais mes étirements. Puis ça, c'était 2008, 2012 probablement. Mais tu sais, avec le divorce qui est survenu à peu près en 2012-2013, les priorités, les enfants, à un moment donné, le temps, il se multiplie pas plus. J'ai juste 24 heures dans une journée, il faut que je dorme aussi. Fait que les étirements, je les ai laissés un peu de côté. Mais je réalise maintenant que ça reste important. Je n'ai pas fait autant cet hiver non plus. J'aurais dû en faire plus, c'est sûr. Mais je pense que je vais me le mettre vraiment à l'horaire là, de faire un petit peu plus d'étirements. Mais pour le renforcement, est-ce qu'on t'a dit que ça en prendrait aussi? Le renforcement, avec ce que je fais, je trouve que mes exercices de renforcement, tu te retrouves à le faire. À faire de la montagne, à faire du power walk, j'allonge la foulée, je fais des fois exprès pour allonger la foulée dans une montée. C'est comme des lunges en montée finalement. J'ai l'impression que je le fais là. Mais les exercices pliométriques, c'est sûr, c'est important, je pense, là, de le faire. J'en faisais plus quand je faisais que de la route, mais j'ai l'impression qu'à faire de la montagne, faire des sentiers, ça aide. Ça contribue à ça, oui. Ouais, pour moi, j'ai l'impression que ça aide. Puis, si je me mets une charge sur le dos en plus, je vais chercher un peu de renforcement à ce moment-là. Mais c'est sûr que l'idéal, ce serait d'en faire de façon très spécifique là, aussi, là, des exercices de renforcement. Mais bon, encore là, il faut trouver le temps. Oui, c'est clair. Mais c'est le fun, écoute, tu n'as pas été beaucoup blessé. Puis... Quand je fais des étirements, des fois, je fais je fais quand même des lunges, je fais des push-ups, je fais des sit-ups, je fais des exercices pareils qui ne sont pas juste des étirements quand je fais mes étirements, ce que je considère mes étirements. Là. OK. Tu avais parlé du Spartathlon. Tu nous avais dit que tu pourrais nous en jaser un peu de cette affaire-là. C'est quoi? Oui, la fameuse course qu'on a parlé tout à l'heure, qui est à l'origine, dont l'origine est vraiment le coureur Phidippides là, qui aurait couru pour aller demander de l'aide aux Spartiates. Donc, ce 250 km, on ne fait pas le retour. C'est une course qui existe depuis presque 40 ans maintenant. Là. Les gens ne le savent pas, mais cette course-là existe depuis presque 40 ans. Puis c'est quand même intéressant comment ils ont décidé de faire cette course-là. En fait, je pense que c'était des gens d'Angleterre, de la Grande-Bretagne, qui ont commencé ça en se disant, OK, on a vu les écrits, la personne aurait commencé sa course le matin et serait arrivée le lendemain soir. Est-ce que c'est possible de faire cette course-là en 36 heures dans l'ère moderne maintenant? Puis, ils étaient partis 3 ou 4, je pense, puis il y en a un qui l'a complété. Et est venue l'idée de faire le Spartathlon année après année. Ce qui est quand même dans les courses, qui peut être les plus difficiles à se qualifier, si on veut. Il faut que tu aies une qualification d'un ultramarathon avec un temps spécifique pour rentrer, déjà là. Donc, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Ensuite, ils veulent une représentativité mondiale. Donc, si on y avait été, l'année que je l'ai fait, s'il y avait eu 5 Canadiens, mais il y aurait pigé parmi les Canadiens. Mais cette année-là, c'était le seul Canadien, c'est le seul Québécois. Donc, j'avais un peu mon ticket à ce moment-là, vu que j'étais le seul représentant du Canada. Le quota final est de 36 heures pour faire 246 km. Donc, c'est pas accessible à tout le monde, ça non plus. Puis, il y a facilement 50% des gens qui abandonnent la course là, année après année. Surtout que d'habitude, c'est de la canicule. Il fait chaud là-bas. Là. On s'entend qu'en Grèce, là, normalement, là, c'est du 30 degrés, 35, même 40 degrés. Là. Fait que je m'étais entraîné
dans le sauna, là, quand je me préparais à ça, j'allais au gym, j'allais dans un sauna, puis on mettait ça chaud, puis j'essayais de faire un peu d'exercice là-dedans, juste pour habituer mon corps. Là. C'est comme ça que je m'étais acclimaté à la chaleur. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette course-là, il y a 70 ravitaux, et chacun des ravitaux est un cut-off en soi. Ça augmente encore la difficulté. Tu ne peux pas te reposer trop longtemps. C'est ça que ça veut dire aussi. Là. Ouais. Tu ne peux pas décider de dormir pendant 1 heure parce que là, ton ravito va être fermé. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui fait que c'est une course qui est difficile à faire. Puis le 246 km lui-même est très difficile aussi. On commence à Athènes, on est sur les routes. Ça faisait même pas 10 minutes qu'on était parti, puis il y avait déjà un tramway qui nous bloquait le chemin. Tu es obligé d'attendre, tu es vraiment dans la ville d'Athènes, fait que le tramway, lui, il passe. Puis on est reparti après toute la gang qui avait été interrompue. Tu as beaucoup de routes au début, c'est pour ça que j'avais fait des courses là, les courses de 24 heures sur circuit, parce que c'était beaucoup de routes. Alors que je faisais beaucoup de trail, 2018 a été une année où j'ai recommencé à faire un peu plus de routes, justement parce que le Spartathlon s'en venait. Puis, il y a quand même des bonnes montées, des bonnes descentes. Puis, aux 2 tiers de la course, tu as une montagne à monter. Fait que tu as beaucoup de kilomètres dans les jambes, c'est la nuit. Puis tu as une grosse montagne à monter, puis tu redescends de l'autre bord, les jambes sont finies, tu es rendu à, je trouve, là, quand tu arrives au 200e kilomètre, tu n'as plus d'énergie là, déjà. Là, ça, c'est vicieux vraiment... de mettre une montagne aux 2 tiers de la course, là, c'est vicieux. On peut prendre le comparatif du marathon de Boston où tu as les montées là, puis les gens vont dire « Ah, mais c'est pas comparable », mais c'est vrai que c'est pas comparable, puis... Boston reste difficile pareil à cause de tout ça parce que tu es dans des élans, tu montes. C'est pas la montée qui est difficile, c'est la descente après. À Boston, là, si jamais, je suis pas sûr que tu l'as jamais fait, je pense, en François encore. Si tu te retrouves là, là, il faut que tu sois vraiment prudent, c'est dans la descente après. Parce que tout le long à Boston, tu as commencé en descendant, ça va vite, le monde va vite, tu as des faux plats, ça va bien pendant plusieurs kilomètres. Tu montes, tu utilises d'autres muscles, tu redescends, tu jammes. Les gens, ils n'ont plus d'efficacité de course quand ils redescendent. Puis quand ils arrivent sur le plat, parce que c'est plusieurs kilomètres plat par la suite, là, c'est là que tu vois ceux qui ont mal géré leur course. Qui ont brisé leurs jambes. Ouais. Ils ont brisé leurs jambes, puis ils ont des crampes, ils sont plus capables d'avoir une foulée efficace. Puis toi, si ça va bien, là, tu peux dépasser 500-700 personnes là, en l'espace de 5-7 km. Là, c'est vraiment... Fait que c'est sûr que le Spartathlon, de nous mettre une belle montagne à monter et à descendre aux 2 tiers, c'est vraiment pas la joie. Puis, ce qui a été quand même intéressant, je veux dire, je peux quand même mettre ça sur ma liste. Là. Il n'a pas fait chaud quand j'y étais. Il faisait 18 degrés. C'était idéal pour courir. Il y avait une petite bruine. Mais il annonçait de la pluie. Dans la nuit, dans la montagne, il y a eu des grosses averses, des gros orages. C'est pas très idéal pour courir là, quand tu as les jambes fatiguées puis que ça glisse. C'est de la roche vraiment qui se désagrège. Là, ça pouvait être dangereux pour glisser. Ta foulée n'est plus du tout efficace. Mais moi, je pensais que la pluie, après ça, c'était fini. Parce qu'il avait parlé qu'il était pour avoir de la bonne pluie durant la course. Sauf que il y avait un ouragan, un cyclone qui s'est formé dans la Méditerranée. Il s'appelle Zorba, je m'en rappelle. Et ça, Zorba, il s'est manifesté, il y a comme une accalmie vers 8-9 heures le matin. Je me disais, parfait, je vais pouvoir laisser du stock au prochain gros ravito, je vais pouvoir courir léger, enlever tout ce que j'avais pour les intempéries, pour la pluie. À 9 heures, le déluge. J'ai jamais couru dans autant de pluie que ça. Le cyclone a frappé la Grèce, a frappé Sparte. Sparte est quand même, là où on était plus haut dans les montagnes, le vent était canalisé. C'était facilement des vents de 120 km/h. Je rigole pas. Il y avait des arbres qui tombaient. Là-bas, ils n'ont pas d'égout. Hein. L'eau, là, c'est juste des petits golets, puis l'eau s'écoule. Mais là, il y avait ça d'accumuler sur des routes passantes. Il y avait des autos qui passaient à côté de nous autres, mais c'était l'eau qui s'accumulait. C'était vraiment là, un rideau d'eau. Tu arrivais dans un ravitaillement, sous une petite tente,
tu te revirais, puis c'était vraiment une chute d'eau qui tombait. Puis là, tu te dis, ouais, c'est là-dedans qu'il faut que je retourne. Puis il y avait des vents. C'était vraiment un dur combat. Puis là, des gros vents. Quand tu termines une course, j'ai eu ça pendant de 9 h le matin jusqu'à 16 h. Je pense que j'ai complété la course, 16-17 heures. Donc, pendant 8 heures de temps, t'as juste de la pluie. Normalement, ce qui est intéressant avec le Spartathlon, tu arrives à Sparte, puis il y a des jeunes enfants qui t'attendent en vélo puis qui t'amènent vers la fin. La fin, c'est d'aller toucher la statue de Léonidas Ier de Sparte. C'est d'aller vraiment à la statue. On te met la couronne d'olivier par la suite. Tout le monde est traité de la même façon parce que tu as accompli. Mais là, il n'y avait pas d'enfants. Avec l'eau, avec la pluie qu'il y avait, là, tout le monde était dans les magasins, dans les restaurants. Personne ne sortait. Là, c'était le déluge, l'eau. Là, c'était l'enfer. J'ai jamais eu de conditions de pluie comme ça. Normalement, ils auraient probablement dû annuler la course. Ouais. Honnêtement, je suis content qu'ils ne l'aient pas annulé. Parce que je peux dire que j'ai complété. Que tu l'as complété. Ouais. Je suis le premier Québécois à l'avoir complété. Wow. Je mets ça sur ma liste. Check, c'est fait. Le Spartathlon. Est-ce que je vais avoir le goût de le refaire un jour? Pas nécessairement, parce que là, si c'est vraiment les années habituelles de chaleur, je ne suis pas sûr que je vais aimer ça non plus. Mais je l'ai fait, puis je suis content de l'avoir fait, cette course-là, qui est pour moi une course qui était quand même assez significative. Puis, c'était pas parce que c'était significatif depuis longtemps, c'est comme venu sur mon parcours dans mes lectures. Je me suis dit, tiens, ça devrait faire partie de mon parcours de faire le Spartathlon en Grèce. Puis quand j'ai eu l'opportunité, tout s'est un peu imbriqué pour que je puisse aller le faire avec les bonnes courses pour m'y amener aussi, les bons défis pour m'y amener. Mais j'ai couru dans un cyclone. Ouais, c'est ça, tu as couru un 250 kilos, peut-être pas toutes là, dans le cyclone, mais une partie. Là, les pires kilomètres qui sont les derniers. Là, les derniers en plus. Oh, wow. Ouais, c'était tous les derniers. Là. Puis, c'est le vent qui te pousse, là, puis la pente est trop abrupte, puis il faut que tu te protèges en descente. Non, là, tu passes proche de tomber par en avant. Le vent de face, tu n'avances pas. Ah non, c'était vraiment quelque chose là, quand on était dedans. Puis, je revois des images parce qu'il y a eu des footages qui ont été pris de ça. Puis là, je disais, j'étais vraiment là-dedans. Les gens n'étaient pas prêts non plus. Là. Il y a des gens qui mettaient des sacs de vidange, puis moi, j'avais quand même un manteau approprié pour ça, mon manteau Columbia imperméable, là, tout à fait correct, là, UTMB proof. Là. J'avais ça, puis j'étais quand même bien avec ça, mais je me faisais mouiller pareil. Là. Étiez-vous quand même regroupés ou c'était vraiment peu de participants, donc quand même beaucoup d'espace espacé par On est tous étalés dans cette course-là. Ouais, c'est ça. Au début, c'est sûr que les gens sont un peu plus rapprochés, mais très rapidement. Au 2 tiers, là, les gens, ça s'étire. Puis là, tu te retrouves que tu n'es plus au même rythme. Les gens qui te dépassent parce qu'ils sont sur une bonne lancée, puis tu ne peux pas les suivre. Puis, fait que, souvent, tu finis par te retrouver tout seul de toute façon dans ces courses-là. Ouais. Puis tu parles d'intempéries. Là, il y a 2 semaines, il y a eu la catastrophe en Chine là, pour la course. Ouais. Tu as entendu parler, 21 décès, c'est quand même... c'est fou, là. Est-ce que ça, c'est quelque chose est-ce que c'est un événement qui va te faire songer, mettons, dorénavant, avant de dire je m'en vais faire une course à tel endroit, je vais peut-être me préparer mieux, différemment? C'est-tu quelque chose auquel on pense, qu'on se dit que ça peut arriver? Ou, honnêtement, je pense que on a vu d'autres courses où le matériel obligatoire, les gens ne le pensaient pas aussi obligatoire que ça dans des marathons où il y a des gens qui ont été disqualifiés alors qu'ils avaient été avisés que il était pour être vérifié à la fin de la course puis à d'autres moments. Moi, quand l'organisateur demande du matériel obligatoire, je l'ai dans mon sac. Ça, je niaise pas avec ça. Ça se peut que je n'ai pas besoin. Bon, je transporte un manteau. C'est une assurance. Pour moi, je n'irai pas contre les organisateurs. Puis, pas que je ne veux pas être disqualifié, mais je trouve que c'est quand même approprié. Pour avoir fait des sorties dans les montagnes blanches seul, j'ai souvent un petit peu plus que moins de toute façon. Je me dis, dans ces endroits-là, il faut que tu sois prêt à passer une nuit seul, puis repartir le lendemain avec une meilleure visibilité probablement. Donc, il faut être prêt à ça. Ça veut pas dire que j'ai un réchaud tout le temps, là, pas du tout. Mais il faut quand même être prêt. Non, je n'ai pas de réchaud, mais il faut quand même être prêt. Puis,
en montagne. Là, je connais pas tous les détails de cette course-là où il y a les 21 morts, mais tu sais, s'il y a des passages à très haute altitude, ben c'est sûr que probablement j'aurais eu peut-être un pantalon comme à l'UTMB avec un manteau, puis pas juste une couverture de survie comme la plupart des participants avaient. S'il y a des passages en haute altitude, ben c'est sûr qu'à un moment donné, les intempéries, ça peut changer très rapidement. C'est ça, ouais. C'est sûr que quand on regarde les trajets des autres courses qu'on a dans la région, Bromont Ultra ou même le Québec Mégatrail, on n'est pas à très haute altitude, fait que les risques sont beaucoup moins grands, puis la sécurité, je veux dire, il y a des portes de sortie n'importe quand, puis on peut sortir de l'impasse assez rapidement. Là, j'ai l'impression qu'ils ont été pris à découvert. Le à découvert où je fais vraiment attention quand je vais dans les Montagnes Blanches, c'est toute la crête entre Eisenhower et le Mont Madison. Il n'y a pas d'arbres. Tu es vraiment au-dessus de la ligne des arbres. Fait que tu es à la merci de la météo. Fait que ça, je regarde toujours la météo. Puis, si moindrement, c'est pas pour être beau ou qui est pour faire très froid, ben, j'abandonne le projet puis je vais faire autre chose. Là. Donc, ça, c'est ma sécurité dans les montagnes quand j'y vais seul. Puis, si j'y vais, ben, je vais être quand même bien équipé pour avec une doudoune, puis un imperméable que je peux mettre par-dessus, des lunettes pour me protéger des intempéries, les tucs, les boffes, les mitaines plus chaudes, même des fois. J'ai un petit peu plus. Puis plus de nourriture aussi là, pour être prêt là, si jamais ça va pas bien. Ouais, c'est ça, faut être bien préparé pour ça au cas où. Ouais. Okay. On a-tu d'autres questions, Mathieu, dans notre liste? Ben, j'ai vu que tu es un fan de Poutine. Moi, j'en connais un aussi qui l'est. Ouais, tu parles un fan, oui. C'est fan aussi, François? Ou? J'aime bien. Oui, fan. J'aime bien. Okay. Ça, puis la pizza. Mais là, c'est... Ouais. Je pense que c'est la poutine maintenant, numéro 1. Avant, ça me semblait être la pizza. Là, ça semble être la poutine, François. Je sais pas. Oh, ou c'est un pied d'égalité. Non, pizza un petit edge. Mais là, depuis mon petit incident, mon petit vomi avec la pizza, là, je vais prioriser la poutine pour les prochaines semaines. Ouais. Mais ouais, ceux qui me suivent sur Strava pourront lire sur cet incident. Non, bon, on va le dire, Sébastien, un mélange de pizza, puff et course. Pizza Mr. Puffs. Tu connais ça, les Mr. Puffs? Des Mr. Puffs? Ouais. Comme un peu des Timbits, mais comme plus gras. Ouais. Puis bon, ça s'est soldé en fontaine. Mais pour en revenir aux poutines de Sébastien, il y a je pense une histoire derrière ça. oui, conte-nous ça. Ouais, ben en fait, les poutines, c'est dans le premier Avançons tous en cœur, le 300 km que j'ai fait au mois de mai l'année passée. Il y a une amie qui a vu mon trajet et qui a dit « Hey, tu passes à Saint-Mathias, je connais quelqu'un, elle fait la meilleure poutine. » Là, j'ai dit, ben, dis à ton ami qu'elle m'en prépare une pour ma course. Puis, tu sais, les restaurants étaient fermés à ce moment-là. Puis, elle avait communiqué avec son ami. Elle a dit, ah, elle est prête à t'en faire une. Puis, ça a donné que la journée où, je pense, 2-3 jours avant ma course, les restaurants pouvaient ouvrir. Mais j'avais quand même commandé ma poutine. Puis, ben, les gens ont vu des images de moi mangeant une poutine dans mon 300 km. C'est optimal, ça, pour faire un 300 kg de la poutine? C'est pas si optimal que ça, mais à ce moment-là, je l'ai pas tout mangé. J'en prenais un petit peu, je l'ai partagé avec ma fille. Ma fille en a pris peut-être un petit peu plus, mais honnêtement, les patates, c'est bon. Le fromage, c'est bon. Il y a juste de la sauce de plus, c'est tout. Mais c'est des choses que je mange dans la course là, même. Puis même des fois, avant mes entraînements, un morceau de fromage, j'aime ça. Puis les patates, ça a été un de mes aliments pendant le Avançons tous en cœur que j'ai fait il y a quelques jours. Des patates, des petites patates grelots, puis je mange ça régulièrement là, dans ma course. Mais là, la poutine, c'est que ça a comme, il y a eu un peu de commentaires là-dessus. Ah, c'est des drôles d'images de coureurs
qui mange de la poutine. Et on dirait que je restais avec cette idée-là. Puis pour le deuxième Avançons tous en cœur, j'ai décidé de faire la tournée des poutines. Donc, 4 jours que j'étais pour courir mon grand cœur de 422 kilos. Fait que je me suis dit, ben OK, à chaque jour, je vais avoir une poutine. Fait qu'on est allé faire des contacts pour avoir des poutines à chacun des moments où j'étais pour en manger, souvent plus au dîner ou au début de soirée. Fait que j'ai eu ma poutine à chacune de ces journées-là. Puis encore là, je mangeais ma poutine, on prenait des photos. C'était la tournée des poutines. Puis j'ai décidé de refaire la même chose pour là, où on a eu une poutine à chaque jour encore. Fait que c'est juste un petit fait cocasse que j'aime, une petite anecdote que j'aime rajouter à chaque course. J'avais pensé là, pour la pizza. En fait, la pizza, ça remonte à loin dans les premiers un des premiers livres que j'ai lu sur les ultramarathons, c'est Dean Karnazes. Ben oui, qu'il se commande de la pizza, puis ouais, il la roule, puis il la mange en courant quasiment. Ouais, puis ça commande, puis là, la personne dit à quel endroit je t'allie, puis là, il dit ben, à l'intersection. Ouais, c'est n'importe quoi. J'avais trouvé l'idée intéressante, puis là, moi, c'était les poutines, puis peut-être un jour, ça va changer. C'est la version Québec. Pizza, c'était la version internationale américaine. Là, toi, tu t'es approprié ça avec la version québécoise, avec la poutine. Mais quant à moi, c'est plus tough, là, la poutine. T'sais, de la pizza, 1 ou 2 pointes, ok, là, je pourrais relativement facilement courir après, mais une poutine, man, moi, je sais pas, je serais lourd, là, puis Ouais, mais tu sais, la vitesse que je vois, c'est moins pire que peut-être à la vitesse où t'as même vomi pour un jog, je sais pas, je sais pas, là. Ah ouais. Moi, il faut que je me donne Non, le 2 heures après une poutine, là, ou 1 heure et demie minimum, là. Non, le corps, moi, l'a bien pris, mais tu sais, je la mangeais pas au complet non plus. J'en prenais un peu. Ouais, c'est sûr. Quand j'arrêtais plus tard, j'en reprenais encore, j'alternais. Mais tu sais, mon alimentation, j'ai mangé plein de choses différentes. Tu sais, les gens ils disent de pratiquer son alimentation, mais il y a des fois que, tu sais, je suis d'accord pour tu sais, tout ce qui est gel, sur courte distance, les boissons sportives, ça va. Mais à un moment donné, dans les ultramarathons, quand on essaie d'aller avec ce qu'on a toujours aimé, ça se peut qu'à un moment donné, ça marche vraiment pas non plus ce qu'on aime. Ça soit pas suffisant. T'as des cravings. Puis, tu sais, il faut être prêt à avoir plein de choses. Puis, des fois, on n'a pas tout ce qu'on veut. Mais, tu sais, les chips, on peut l'affaire aussi. J'ai une amie qui est arrivée avec des muffins puis des petits gâteaux. Ben, à ce moment-là, ça a passé, même si j'avais pas commandé ça, même si j'avais jamais goûté à ça, j'en ai pris. Les fameux cornichons avec les dill pickles dans le jus. Ben, des fois, c'est le jus tout court que je prends comme ça. Ça change le goût, ça change, c'est plus salé, ça enlève. Tu sais, le sucré, à un moment donné, là, c'est que t'es tanné. Là. Les petits jujubes, les gels, là, je peux toffer 100 km avec ça, mais après ça, j'ai besoin d'autres choses. Mon corps a besoin d'autres choses. Ouais, il faut que tu ailles un moment donné Stéphanie Simpson, c'était des hamburgers. Ouais, c'est ça. Excuse, pardon. Ouais, je m'en souviens quand elle nous avait jasé ça, c'est justement, elle aussi, tu sais, dans son événement, un moment donné, fallait qu'elle y aille avec ses cravings, tu sais, puis il fallait qu'elle y aille avec ce qu'elle voulait à ce moment-là. Tu sais, j'ai l'impression que c'est un peu ça, parce que ta charge mentale est tellement lourde, tu fais tellement une grosse distance, que là, puis ton estomac est comme vraiment à l'envers, il faut vraiment que tu y ailles avec ce qu'il veut. Puis bon, si c'est de la poutine ou si c'est des muffins. Puis c'est tellement une grande dépense calorique que d'en prendre beaucoup, ben c'est pas, il n'y a rien de dramatique là-dedans. Là. Non, puis à un moment donné, c'est un sandwich qui a rentré super bien, puis je suis reparti après, j'avais plus d'énergie. Fait que tu sais, j'y vais avec le moment à ce moment-là, puis ce qui est disponible. Puis c'est sûr que j'ai beaucoup de choses dans la voiture, puis ça me donne la chance de piger, mais tu l'as dit, la charge mentale à un moment donné, c'est que j'arrive devant tout le menu, puis là, je suis là, qu'est-ce que je veux vraiment? À un moment donné, le cerveau réfléchit plus, là, tu dis, qu'est-ce que j'ai faim? J'ai pas faim, je veux m'asseoir. Tu finis par pas manger tout de suite. Puis là, OK, bon, là, je suis prêt, là, OK, je vais prendre ça, je vais prendre ça. Là, je sais un peu plus ce que je veux à un moment donné, mais des fois, j'arrive devant le menu, puis là, je dis, je sais même pas ce que je veux. Wow. Ben, c'est cool. On a-tu fait le tour de nos questions, Matt? Ben, pas mal, oui. Super. Ouais. Parfait. Ben, merci, Sébastien, d'avoir accepté l'invitation oui, c'est vraiment cool, ça, nous merci. avoir donné ton jeudi soir pour nous parler
de ça. Est-ce que vous acceptez encore les dons ou c'est-tu fermé pour Moisson Estrie Non, les avec dons, l'événement? le site est encore ouvert, là, OK. moissonestrie.com. Les gens vont voir Avançons tous en cœur. OK. En cliquant dessus, il y a des façons de donner. C'est assez simple. Puis reçu d'impôt, naturellement, là, pour Cool. les dons. Là. Cool. Fait que ben allez voir ça si c'est une cause qui vous tient à cœur. Je pense qu'avec la pandémie, ben, les écarts de richesse ont juste été agrandis. Puis bon, ceux qui étaient déjà à la limite, ben là, c'était un petit peu plus difficile. Donc je pense que c'est une super belle cause. Fait que merci beaucoup Sébastien Roulier Ouais, de nous merci. avoir donné ton temps. On va te suivre pour les prochains défis. On va se Oui, tenir informés, c'est oui, sûr. avec Merci la de poutine. l'invitation. Hein? Ah, le plaisir, Merci Ça le fait beaucoup super plaisir est pour, pour nous. Puis sur ce, bonne course. Bonne course. Super, bonne course à tout le monde. super.